La connexion a l'air OK. Moi, je suis sur la page, ça tourne. Attends, je vais faire un Ça refresh. tourne, mais je pense que ça va le faire. Oh, ça Ça y va est, arriver, je c'est pense. Non, moi c'est qu'on coupé. Oh non, voit. c'est bon, Enfin, c'est on bon. voit le truc d'attente, c'est normal. Coucou les gens, j'espère que ça va aussi bien que possible. On lâche Bon, bah, rien, du les gens. coup, les gens, je vous fais des bisous et puis bon stream avec, Qu'est-ce que t'en dis, moi, c'est? avec qu'est-ce que t'en dis? Pardon, ton pseudo est très long. Ouais, désolé, je fais en sorte qu'on ne me trouve pas, en fait. C'est le truc. Les gens, ils en Ah ont marre au bout d'accord. de la 8e lettre et du coup, ils me trouvent pas. C'est une stratégie. Je sais pas si la stratégie est bonne, mais c'est une stratégie. Voilà. Est-ce que Bon ça me donne de allez, la joie militante? Je sais pas. En tout cas, merci à toi. Et puis à beh, je bientôt, peut-être. t'en prie. Allez, bonne soirée. Bonne Bonne soirée à tout le monde. Bye soirée. bye. Salut, Au salut. revoir. Eh Allez, ben, bisous. j'espère que ça va aussi bien que possible. On est sur le piquet de stream, on continue à faire des dons. J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé ces dernières heures sur le piquet de stream et j'en suis désolé. Je bossais, voilà. Mais je vois que la cagnotte continue à bien monter. Là, on n'est plus très loin des 60 000 et c'est très important en ces temps où la lutte s'intensifie dans certains secteurs. Bien sûr, soutien aux éboueuses et aux éboueurs. Je crois qu'on dit éboueuse. J'espère que c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, vous avez compris que je voulais ne pas employer ça qu'au féminin. C'était l'essentiel. On est ensemble ce soir pour parler de joie militante. Et oui, je ne sais pas si certains d'entre vous étiez connectés il y a quelques temps de ça, puisque lors de la saison 1 du Piquet de Stream, on avait commencé à lire ensemble ceci. Attendez, je vais enlever mon mode studio sur OBS. Ce sera plus facile pour moi de gérer tout ça. Ce bouquin qui s'appelle Joie militante, qui a été écrit par des militantes et militants canadiennes et canadiens. Leur nom, c'est Nick Montgomery et Carla Bergman. Ça a été traduit par une militante française qui s'appelle Juliette Rousseau, qui a aussi écrit un bouquin dont le sujet est assez proche, qui s'appelle Lutter ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez cette militante, Juliette Rousseau, militante écoféministe, dont les sujets de prédilection sont très très intéressants quoi, en termes de lutte. Voilà. Je parle de... J'ai une alerte qui pop sur mon Twitch au moment où je parle de Juliette Rousseau. Il y a une alerte qui pop qui annonce, je sais pas où, Sandrine Rousseau. Mais non, pas la même famille, je pense. Voilà, c'est la lecture, la suite de la lecture du Piquet de saison 1. Merci, Petite Bulle, tu as suivi. On en était resté, pour celles qui savent ou qui ont regardé les replays, on en était resté vers la fin du chapitre 3. J'ai un petit peu préparé cette émission. Je vais vous dire quel travail intense et énorme j'ai fourni. Je me suis dit, où est-ce qu'on en est? Et est-ce qu'on va avoir le temps de finir ce soir? Eh bien, peut-être que oui. Camarades, si je blablate pas trop et que je lis pas mal, j'aurai le temps de vous lire peut-être le bouquin jusqu'à sa fin, pour la simple et bonne raison que les chapitres 4 et 5, les deux derniers chapitres, sont plus courts. Voilà, quelques mots sur ce bouquin et pourquoi j'avais envie d'en parler ce soir sur le piquet de stream, de continuer à en parler ce soir sur le piquet de stream, comme je l'ai déjà fait lors de trois autres lives que j'ai fait sur piquet de stream. Bah parce que ce qui est pour moi important dans cette lecture, c'est de la faire résonner avec ce qu'on vit en ce moment sur la lutte, sur le mouvement social, pour nos retraites, contre cette contre-réforme. Comment on milite ensemble, comment on milite ensemble sur le piquet de stream aussi, ça fait partie du sujet, même si je ne le fais pas spécialement et spécifiquement pour ça. Euh, Comment, dans nos luttes ensemble, y compris sur Twitch, on arrive à être dans des façons de militer qui nous procurent de la joie comme un carburant qui nous permet de continuer à avancer et qui nous permet d'avoir moins mal quand on perd, d'être moins désespéré quand on est crevé, de mieux s'entendre les unes et les uns avec les autres, de voir comment on construit du collectif durable. Et du collectif durable, c'est pas forcément du collectif rigide. Et voilà, c'est tous ces questionnements-là que je me pose à titre personnel depuis longtemps et que j'avais envie qu'on partage ensemble. Donc n'hésitez pas, si vous voulez évoquer vos expériences militantes récentes ou passées, si ça vous évoque des choses, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Et
et à dire ce que vous avez vécu, vous, comme chose, ce que vous pensez vivre en ce moment à travers cette lutte qui n'est pas terminée. La lutte continue et la lutte continuera même si la loi est finalement promulguée. La lutte continuera même si le Conseil constitutionnel ne la censure pas. La lutte continuera même si elle est censée s'appliquer plus tard. Euh, il y a différents moyens de lutter. Il peut y avoir le vote, on peut en penser ce qu'on en pense, et c'est un débat aussi à avoir. On peut avoir d'autres moyens, la lutte syndicale, la lutte autonome, de l'activisme sous différentes formes. Tout ça peut être pratiqué avec une certaine forme de joie, joie qui peut être confondue avec la notion de gaieté aussi. Et voilà, on a besoin de se refaire un petit tour, un petit point sur tout ça. Et j'espère que ça vous intéressera un tant soit peu et que ce sera l'occasion en tout cas de boucler l'arc narratif, comme on dit, de ces lectures de bouquins ce soir. Écoutez, sans plus tarder, il est déjà 20h08. Je vous propose qu'on commence cette soirée avec un peu de musique qui peut procurer de la joie militante. Pour celles qui me connaissent, j'aime passer de la musique live et j'en profite pour vous proposer de faire connaissance avec un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Dodelin. Désolé pour la prononciation si je le prononce mal. Euh, et vous allez voir le style que c'est. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera un petit peu de légèreté, de gaieté et surtout de joie dans ce moment militant qu'est le moment piqué de stream. Le temps que je retrouve ma bonne scène et hop, voilà, vous n'avez pas besoin de me voir pendant que ça joue. Hop, je vous passe ça et on se dit à tout de suite pour la lecture. Franchement, c'est parti!
Et voilà, c'était Doe de l'Ain. J'espère que ça vous a plu de découvrir ça. C'est pas un groupe qui est hyper connu pour l'instant. Et si ça vous plaît, je vous en repasserai un peu à la fin. Avant 22 h. On est ici pour lire toujours ensemble ceci, Joie militante. Ce bouquin qui pose les questions suivantes. À quoi ressemble la joie dans les milieux de lutte? Qu'est-ce qui nous rend collectivement et individuellement plus capables, plus puissantes? Et pourquoi parfois les milieux radicaux produisent tout l'inverse et nous vident de tout désir? C'est à ces questions que Joie militante tente de répondre, combinant propositions théoriques, analyse de cas pratiques et entretien avec des militantes issues de luttes diverses: féminisme, libération noire, résurgence autochtone, squat, occupation, lutte queer, anti-carcérale, d'autonomie des jeunes, anarchisme, autonomisme, écologie radicale, liste qui est en 4e de couve, évidemment, hein, vous avez compris que c'est ce que j'étais en train de vous lire, mais liste non exhaustive, bien entendu. Donc la joie au sens spinoziste du philosophe Baruch Spinoza, pour celles qui le connaissent. Donc au sens spinoziste du terme, la joie renvoie à notre capacité à affecter et être affecté, à prendre activement part à la transformation collective, à accepter d'en être bouleversé. La joie telle qu'elle nous est ici proposée est une façon d'habiter pleinement nos mondes, nos attachements, plutôt que de chercher à les diriger. Coucou Philippe, coucou à toi, ça fait plaisir de te voir passer par ici, bien entendu, ainsi que tous les autres qui sont là. Coucou aux lurkereuses, bien entendu, les lurkereuses qui sont toujours aussi de véritables soutiens au piquet de stream, même quand elles ne commentent pas forcément ce qui se passe. Voilà, c'est dit. Donc, pour vous présenter aussi à nouveau l'autrice et l'auteur Carla Bergman, elle est autrice, activiste, réalisatrice et productrice. Elle a notamment co-dirigé Emma Talks à Vancouver, organisation et diffusion d'une série de discours de femmes, personnes trans et non-binaires, militantes, autrices et intellectuelles. Et Nick Montgomery, lui, il est chercheur, auteur et militant. Il travaille sur la notion d'alternative au système de pouvoir, féminisme, anarchisme, permaculture, décolonisation autochtone, à la Queen's University de Kingston dans l'Ontario. Voilà, je vous l'ai dit, le propos est situé, il est militant, il est canadien en différents points du Canada, et donc il est situé aussi par rapport aux luttes qui sont les plus développées, pour utiliser ce vocable-là, dans ce pays. Voilà, on a lu ensemble les 3 précédents chapitres. On est en train de terminer le chapitre 3, après une longue introduction qui rappelait un certain nombre de notions. Le chapitre 1 s'intitule « L'Empire, le militantisme et la joie », l'Empire avec un grand E. Et chez les auteurices du bouquin, l'Empire désigne un peu toutes les formes que prend le pouvoir, la domination. Et ces formes peuvent être patriarcales, capitalistes, coloniales, extractivistes, validistes, et liste là aussi non exhaustive. Et quel rapport avec le militantisme et la joie? C'est ce qu'évoque l'autrice et l'auteur de ce bouquin. Voilà, le chapitre 2, qu'est-ce qu'il nous racontait déjà, le chapitre 2? Le chapitre 2 nous racontait que il nous parlait d'amitié, de liberté, d'éthique et d'affinité, c'est-à-dire que ce chapitre 2 se penchait un peu plus en détail sur c'est quoi la joie militante en fait, comment de l'amitié peut se développer dans la militance, comment il peut y avoir de la liberté au sens de l'émancipation, quelle éthique pouvait se développer dans les relations entre nous, militantes et militants, plutôt parler d'éthique que de morale.
Et puis quelles affinités aussi peuvent se construire. Voilà pour le chapitre 2 qui était assez conceptuel et théorique. Le chapitre 3 était un peu plus pratique et évoquait, et on est en plein dedans, la confiance et la responsabilité comme notion commune et comme condition, si vous voulez aussi, évidemment, de la joie militante. C'est-à-dire que euh, quelles sont les normes sociales que nous pouvons créer comme condition de cette joie militante en fait. Donc on va revenir dessus tout de suite parce que euh, on en était resté à un sous-titre de ce chapitre qui s'intitule Le pouvoir de la confiance comme socle. Comment en produisant de la confiance on crée un socle qui nous permet d'asseoir la possibilité de militer ensemble durablement en ne niant pas nos affects les unes et les uns avec les autres, mais en construisant des choses les unes et les uns avec les autres autour de la capacité à se tourner vers l'autre, à écouter les autres et à s'interroger aussi sur l'échelle de confiance. Et notamment, par rapport à cette échelle, l'autrice et l'auteur nous citent quelqu'un qui s'appelle Gustavo Esteva, que personnellement, alors il a sans doute été déjà cité, je crois, dans le bouquin. Je ne sais pas si certains s'en souviennent ou connaissent cette personne et peuvent citer qui elle est plus en détail. Mais en tout cas, la citation, c'est le plus important, dit je crois qu'on ne peut pas avoir confiance en une masse de 100 millions d'individus, elle ne produira que de l'horreur. Mais si on ramène les choses à une échelle humaine, aux communautés, à des petits groupes de personnes, alors nous pouvons réellement avoir confiance et nous attendre à ce que les gens aient la sagesse de discuter et de générer du consensus. Être en capacité d'être dans ces groupes, dans des groupes de taille qui nous permettent de créer cette confiance parce qu'on va se connaître, parce qu'on va se comprendre, parce qu'on va s'écouter. Donc l'autrice et l'auteur écrivent, nous avons défendu l'idée que les institutions de l'Empire sont une attaque continue faite à la convivialité et nous voulons nous attacher à des formes émergentes de confiance et de responsabilité comme notion commune. Dans ce contexte, nous voulons partager un extrait de notre interview avec Kian Shamsi. Je vous le rappelle, je l'ai dit il y a quelques minutes, mais je le redis, ce bouquin est notamment issu de nombreuses interviews avec des militantes et des militants, et à partir duquel l'autrice et l'auteur ont construit leur corpus de réflexion autour de cette notion de joie militante. Donc la question de l'autrice et l'auteur, c'est peux-tu nous parler du potentiel qu'il y a à faire confiance d'emblée aux gens et de la façon dont tu as vu cela se dérouler au Thistle? Réponse de Kian: oui, carrément, je pense que c'est super important. En fait, je pense que Carla, a été une des premières personnes à me faire confiance avant même de me connaître. Et moi, j'étais genre, ah bon? Mais pourquoi? Pourquoi? Comment est-ce que tu peux savoir que je ne suis pas juste, que je ne vais pas juste tout foutre en l'air, partir, voler un paquet de fric et m'en aller? Comment tu sais ça? Mais en me faisant confiance, comme on me faisait confiance, je me disais, j'ai 20 fois plus confiance dans cette situation et ce collectif, et j'ai envie de donner en retour, parce qu'on m'a donné cette opportunité de faire quelque chose que je n'avais jamais pu faire avant, ce qui est trop bien. Mais j'ai pensé à la confiance et à la façon dont, avec le trauma, on construit tous ces murs et on commence à avoir de la défiance pour tout. C'est vraiment pas simple pour moi de faire confiance aux gens. Il y a un moment où je me dis, ça c'est trop personnel et trop intime, et je vais élever mes barrières. J'étais assis et je pensais à comment, probablement la meilleure façon de casser les murs d'un système, c'est de casser les murs entre nous en premier. Et je pense que la seule façon de casser ces murs, c'est par la confiance. Et c'est le principal truc que tu m'as dit. Le militantisme joyeux et la confiance, et la compassion et l'humilité sont tous liés. Dans d'autres cultures, des cultures traditionnelles, je ne connais pas énormément de choses là-dessus, mais de ce que j'en sais, des cultures autochtones plus anciennes portent ces idées de respect, d'humilité, de compassion, et je pense que dans le karaté, j'ai vu ça. C'est drôle parce que le karaté est un art martial, un outil de combat. Et une des choses qu'on nous a apprises, c'est qu'on doit aimer tout le monde, y compris nos adversaires. Et c'est la chose la plus difficile à dire dans cette communauté. Les gens se disent « Mais ça va pas ou quoi? Comment tu peux dire un truc pareil? Tu peux pas te mettre à aimer les personnes qui abusent de toi ?» Et c'est vrai, je peux pas tout dépasser. Mais c'est pas ça, c'est avoir de la compassion, je crois, pour les situations.
donc Carla et Nick, de rétorquer, parce qu'effectivement, on peut se dire, il y a certaines personnes parmi nos adversaires, les personnes contre qui on se bat, comment on peut ressentir un minimum d'affect pour eux? Est-ce que là, le propos, c'est pas de nous dire ce qui peut nous sauver, ce n'est pas la compassion en tant que telle et la façon dont ces personnes recevront cette compassion, parce que dans plein de cas, elles s'en foutent royalement, pour ne pas dire impérialement. C'est plus quel rapport ça construit entre nous déjà. Quel rapport ça construit de principe sur les relations qu'on peut avoir avec les autres, de se comporter comme ça. En tout cas, l'autrice et l'auteur répondent à ça par une autre question. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la confiance soit donnée immédiatement? Est-ce que c'est une alternative à l'idée que la confiance doit toujours être gagnée? Hein, vous savez, le fameux est-ce que, tel le renard de Saint-Exupéry, il va falloir que tu prennes du temps à m'apprivoiser, et par une espèce d'ensemble et d'enchaînement de rites initiatiques, à la fin des fins, oui, je vais baisser ma garde et te faire confiance et pas contrôler tout ce que tu fais, tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites, d'où tu parles et quelles étaient tes intentions quand tu as dit le truc que tu voulais dire. Voilà. Voilà, c'est un peu tout ça, quoi. En tout cas, la réponse de Kian, c'est oui. C'est comme notre société. Tu dois tout gagner, gagner de l'argent, construire la confiance et le respect. Tu dois me prouver que je devrais te respecter. Et c'est un aspect intéressant, mais j'ai du mal à faire confiance aux gens. Mais je pense que c'est un système de réciprocité. Probablement, plus tu t'autorises, voilà, c'est la question de s'autoriser à aussi, hein, plus tu t'autorises à faire confiance d'emblée aux gens, plus on te fera confiance en retour. Je l'ai senti. Tu m'as fait confiance et je n'ai pas compris. Ça dit à quel point notre système est pété. Même si je n'avais rien fait de mal ou pour te blesser, je ne comprenais pas que quelqu'un puisse me faire confiance sans me connaître avant. Donc fin du témoignage de Kian, l'autrice et l'auteur reprennent la parole, ou plutôt l'écriture. Au cœur de cette conversation se trouve le potentiel, jamais une obligation ni une garantie qu'il y a à faire confiance d'emblée aux gens. Un niveau pratique, donc si vous êtes encore sur la réserve sur cette idée, l'autrice et l'auteur vont développer là. Et après on verra, on pourra discuter ensemble, savoir si ça vous convainc ou pas. À un niveau pratique, notre expérience nous montre que lorsque l'on fait confiance aux gens directement, la plupart des personnes se montrent à la hauteur. Sans en faire un commandement que tout le monde devrait suivre, ça c'est important de le préciser aussi, nous voulons mettre en évidence les façons par lesquelles étendre la confiance immédiate peut être transformateur et habilitant. Cela peut sembler étrange et inquiétant de se trouver dans des situations dans lesquelles les personnes pensent du bien de nous et nous font confiance pour faire de notre mieux, sans avoir à la gagner ou à la prouver. Mais cela peut aussi être incroyablement libérateur et nous faire sentir plus capables. Ce n'est pas seulement une confiance dans les individus, mais dans les processus en train de se déployer, avec un potentiel ouvert, sans règles déterminées. Dans ce sens, c'est une confiance dans la joie, dans les capacités émergentes d'accroître les pouvoirs collectifs d'agir. Et là, évidemment, quand on dit tout ça, on se dit, c'est quand même un peu idéaliste. Et du coup, la question que se posent avec nous les auteurices, c'est « mais à quoi cela ressemble-t-il concrètement ?» Eh bien, nous répondent-ils, cela passe par différentes formes subtiles et relationnelles. Une des choses qui ont fait du Thistle un lieu différent d'autres projets liés aux jeunes était que tout le monde dans le collectif avait les clés du lieu et pouvait les utiliser à tout moment. Personne ne devait passer un entretien formel ou s'engager sur sa vie pour avoir un double. Beaucoup de procédures bureaucratiques de ce type reposent sur la méfiance, tout comme et le contrôle, j'aurais envie de rajouter moi personnellement. Tout comme de nombreux espaces radicaux qui reproduisent les normes de l'Empire. Mais cette confiance donnée d'emblée impliquait aussi de la responsabilité. Cela impliquait que les personnes se voient régulièrement pour s'organiser, parler de comment les choses allaient, etc. Ces pratiques ont aidé à créer un environnement partagé d'attachement et de gentillesse. Salut, Sabotin. Un espace, on lit ça, Joie militante.
Un espace rempli d'amitié et de soutien mutuel et finalement un espace pour construire une communauté. Lorsque nous avons été engagés dans des mouvements, lieux et formes de vie imprégnés de cette forme de confiance, ainsi que d'un sens aigu de responsabilité mutuelle, ouais, c'est très chouette ça, Botin. Pour perso, moi, je suis assez emballé. Hein. Voilà, je le cache pas. Voilà. Emballé, ça veut pas dire que j'adhère à tout et que c'est ma nouvelle Bible, mais en tout cas, globalement, je trouve plein de choses intéressantes là. Donc, lorsque nous avons été engagés dans des mouvements, lieux et formes de vie imprégnés de cette forme de confiance, ainsi que d'un sens aigu de responsabilité mutuelle, nous avons remarqué que cela nous donnait du courage, la capacité d'essayer de nouvelles choses, d'être vulnérable. Hein, vulnérable, tout le monde voit ce que c'est. Et de prendre des risques. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Moi, je revendique d'être un militant de l'éducation populaire. Je me considère pas au-dessus de vous. Je suis pas en train de lire un truc pour vous déverser une espèce de science qui viendrait de moi et comme quoi je serais capable de répondre à toutes les questions, de tout gérer, etc., etc. Hein. Moi, je suis là pour vous partager une lecture qui m'intéresse beaucoup, qui me plaît, et j'ai envie qu'on en discute ensemble. Et si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez des questions, des trucs que vous comprenez pas, vous n'hésitez pas, quoi, en fait. On est là aussi pour ça. Et pour moi, c'est aussi ça, construire de la confiance, de la responsabilité, et du coup de la joie militante, quoi, en fait. Bref, ce n'est pas une politique pacifiste du type on peut toutes bien s'entendre. Hein, c'est pas on est tous amis dans le monde des bisounours en fait. Lorsqu'elle écrit dans le contexte de la résistance aux expulsions aux États-Unis, Citrine défend l'idée selon laquelle la confiance est intimement liée à l'action directe. Il ne s'agit pas seulement, écrit-elle, hein, de changer les relations et de se sentir bien, mais c'est inextricablement lié à l'action directe. Il s'agit de créer les alternatives que nous désirons et dont nous avons besoin maintenant. Pas dans les bouquins théoriques de comment fonctionnera la société quand on aura gagné l'ultime bataille en fait. Voilà, ça c'est moi qui le dis, qui l'ajoute en commentaire. Il s'agit d'utiliser la base de la confiance de façon à squatter des maisons et à empêcher les saisies et les expulsions, tout en sachant qu'en faisant appel aux voisines, elles et ils viendront aider et soutenir, comme ça a été fait des centaines de fois à travers le pays les mois passés. Les personnes qui viennent soutenir leurs voisines face à une expulsion en viennent même à dire que peut-être elles n'aimaient pas particulièrement cette personne, mais qu'elles sentaient une connexion avec elle et se sentaient concernées par ce qui lui est arrivé, au point de risquer. Merci pour ton raid, le make-up. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Merci les raideuses en tout cas d'être là et de rejoindre ce live où nous sommes en mode lecture. Nous lisons ce bouquin qui s'appelle Joie militante et parce que moi j'ai un peu l'impression qu'on en a besoin en particulier en ce moment. Police partout, justice nulle part. Et en effet, le make-up, c'est malheureusement de plus en plus le cas. Donc, à partir de ces relations, dans des dizaines et des dizaines de quartiers et de communautés dans tout le pays, des réseaux de soutien et de soins ont été créés. Les voisines font du porte-à-porte pour faire savoir aux autres qu'ils et elles peuvent être défendus et le seront si ils et elles en ont besoin. Et aussi pour simplement partager des histoires, de la nourriture et du soutien. Fin de l'extrait de ce qui exprime Citrine sur la confiance et l'action militante directe. Ces conceptions du soin, de la confiance et de l'ouverture ne sont pas de nouvelles idées. Au contraire, Gustavo Esteva et Madhu Prakash avancent l'idée selon laquelle ce qu'il et elle appellent hospitalité, une ouverture radicale, la générosité et la confiance envers les autres, est commune dans de nombreuses traditions et qui n'ont pas été remplacées par des institutions bureaucratiques, la dépendance à la production industrielle et d'autres pièges du développement, hein, la consommation, les grandes surfaces, on pourrait rajouter plein de trucs. Hein. Chez ceux et celles qui sont moins englués dans les monopoles radicaux de l'Empire, l'hospitalité demeure vivante. Youhou, Donio, youhou à toi, vive la joie. Quelle joie le rock'n'roll, Donio. Donc, citation, extrait de ce que disent Gustavo Esteva et Madhu Prakash là-dessus.
Le commun des mortels apprend la confiance, à se faire confiance mutuellement, comme à être de confiance, d'une façon qui ne tient pas longtemps au sein de celles qu'on appelle les minorités sociales. Leur foi commune repose rarement sur des causes abstraites ou des fantômes, comme l'humanité. À la place, elle est confiée à des vrais hommes et des vraies femmes, définissant par là le lieu auquel elles appartiennent et qui leur appartient. Plutôt que l'espoir privé et le désespoir public des minorités sociales, entre guillemets, un peu d'espoir pour leur vie propre, aucun espoir quant à la vie publique, s'exprime couramment chez eux et elles un espoir commun dans leur propre capacité. Leur propre capacité. Ça, c'est ça qui est très important pour moi là dans cet extrait. Leur propre capacité à manœuvrer leur situation, qu'elle soit bonne, mauvaise ou indifférente. À cette condition, ils et elles peuvent être à la fois hospitalières et responsables. La notion d'hospitalité, ça n'est pas que d'accueillir des invités. Cela renvoie à une certaine sensibilité de la confiance reposant sur le sentiment qu'ont les gens de pouvoir affronter le monde ensemble. Être considéré de cette façon permet aussi aux gens de s'ouvrir aux étrangères, pas seulement en étant tolérantes, mais en étant capables de rencontres ouvertes, de générosité et de curiosité. On est un peu, si vous voulez, entre la chanson pour l'Auvergnat, hein, je ne sais pas si ça a popé chez vous quand vous avez écouté tout ça, mais ça m'a fait penser à ça, bien sûr. Et puis, on est un petit peu aussi dans l'idée que parfois, notre désespoir public se nourrit de réflexes qu'on nous a inculqués de zoomer perpétuellement dans nos vies, dans nos conversations et notamment sur la militance, sur ce qui ne va pas. Alors, je ne veux pas faire croire là que je propose et que je préconise de faire comme si on ne voyait pas ce qui ne va pas, de faire comme si on devait se satisfaire de ce qu'on avait, de faire comme si on devait entretenir des illusions alors que nos situations sont dramatiques, souvent peuvent légitimement nous donner à être abattus, à être en colère. C'est plutôt de se dire, moi c'est comme ça que je perçois le propos de l'autrice et de l'auteur ici, de se dire, ok, on a fait de la merde sur tel et tel truc, disons-le nous, ne mettons pas ça sous le tapis. Mais on a aussi fait des trucs qui sont géniaux et qui nous apportent de la force parce que ça nous a appris des choses nouvelles sur nous, sur nos façons de lutter. Et que à partir de ça, plutôt que de se laisser entraîner dans un système qui nous engage à vivre de façon perpétuelle dans aucune mémoire de ce qui s'est passé de bien, aucune mémoire positive de nos luttes, aucune mémoire de nos capacités à nous sortir, ne serait-ce que temporairement de nos situations de dominés, eh bien, nous pouvons construire d'autres façons de lutter ensemble en se disant vraiment force à nous, mais aussi GG à nous, on a réussi plein de trucs. J'ai envie de le dire pour le piquet de stream, j'ai envie de le dire pour les militantes et militants qui actuellement bloquent, pour les éboueuses et les éboueurs, pour plein de gens en fait, en ce moment. Après, à nous de choisir ce qui nous inspire le plus, ce qui nous donne le plus de la force, et sans obstruer en aucun cas notre capacité critique, quoi. Notre capacité critique, par exemple, je dis ça au hasard, je dis rien, hein, parce qu'on est quand même en plein dedans, on peut se demander si quelque part l'intersyndicale, bon, ça a fait que du bien de lutter comme ça, voilà, en manifestation bien sage. Il faudra faire le bilan de tout ça. Mais voilà, n'obstruons pas de notre désespoir nos capacités à nous réjouir, quoi. Voilà. Et bon courage à tous les gens en lutte, bien sûr, Sabotin. Voilà. Et effectivement, c'est que le début. Je suis bien d'accord avec toi. Et je me réjouis pas forcément de ce qui va se passer après, parce que on va le payer nous aussi. La lutte, c'est dur, c'est de la souffrance. Moi, je fais partie de celles qui ont plutôt de la chance par rapport à d'autres personnes qui en ont beaucoup moins. Donc voilà, oui, je disais pas que tu en faisais partie, Sabotin, bien sûr, bien sûr. Bref, je continue la lecture. Être accueilli, c'est être autorisé à rencontrer un monde.
y être invités. Pour la même raison, ce ne sont pas les individus qui font confiance. Il n'y a pas d'individu séparé des autres qui choisit de faire confiance, mais des faisceaux de relations dans lesquels la capacité à faire confiance est activée et provoquée chez les personnes. C'est-à-dire que notre importance, notre responsabilité collective est de créer le cadre qui permet cette confiance, plutôt qu'on soit dans des logiques de tu me fais confiance, je te fais confiance. Donc, est-ce que tu fais confiance à machin? Donc, du coup, je peux lui faire confiance. Vous voyez? C'est pas la même façon de voir les choses. Et donc, l'autrice et l'auteur ajoutent, ce n'est pas une façon de romantiser les cultures prémodernes ou pré-industrielles, mais une reconnaissance du fait que les monopoles radicaux de l'Empire sont imparfaits et contestés. Salut Kikix, salut à toi. Esteva et Prakash soutiennent que les gens sont constamment en train de remettre à jour, d'alimenter et de réinventer des formes de vie conviviales. On peut le voir dans les espaces insurrectionnels, durant les désastres, dans un ensemble de projets et de luttes multiples. Partout, les gens trouvent les moyens de formuler les problèmes ensemble et de se forger des marges de manœuvre vis-à-vis du monopole de l'Empire sur le vivant. Si on est doux, on ne gagnera rien, il faut faire peur à un moment, il faut faire puer les rues des bourgeois. Vous voyez, ça leur fait vachement plus peur, quoi, en fait. Vraiment, force aux éboueuses et aux éboueurs de Paris, quoi. Moi, à titre personnel, je trouve que leur action, elle est d'une efficacité vachement redoutable, quoi. La confiance et la responsabilité se composent différemment selon les contextes dans lesquels elles émergent. Elles peuvent être conçues comme un ensemble de questions, y compris la capacité à étendre de façon sélective la confiance au-delà des divisions de race, de classe, de genre, coloniales, de validité, d'âge et d'autres formes d'oppression et de division. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles la confiance peut être difficile. La défiance repose souvent sur des expériences d'abus, d'agression, d'exploitation ou de manipulation. De nombreuses femmes, de personnes queer et trans ne font pas confiance aux hommes cisgenres. Les personnes non blanches sont souvent sur leur garde avec les personnes blanches. Et les personnes autochtones refusent de faire confiance aux colons. Il ne s'agit pas de préjugés idéologiques, mais de stratégies de survie. C'est excellemment dit, à mon avis. En outre, parler de confiance et de responsabilité peut sembler naïf ou juste complètement stupide, dans un monde où la responsabilité individuelle est impitoyablement imposée aux gens et où tellement de violence découle de la confiance accordée. En même temps, nous voulons reconnaître que les personnes sont constamment en train de construire de la confiance au-delà de ces divisions, empruntant des voies qui ouvrent les potentiels pour de nouvelles relations. En ce sens, un élément clé du militantisme joyeux est la capacité collective à construire, maintenir et réparer la confiance, ce qui peut impliquer de prendre la responsabilité du tort causé, du manque de respect ou de la complicité avec l'Empire, de façon parfois inattendue. À un moment, il faut arrêter de se faire cracher à la gueule, on est bien d'accord. Je crois que c'est encore pire que ça. Moi, j'ai l'impression qu'on vit des choses qui sont pires que du crachat à la gueule en ce moment. Mais bon, on va pas aller plus loin dans la métaphore. Un certain Richard Day suggère qu'aujourd'hui, de nombreux courants anti-autoritaires sont animés par ce qu'il appelle une responsabilité inépuisable. Salut à toi, Phil Morteau, bienvenue. Cela veut dire, prends place autour du brasero. Cela veut dire qu'en tant qu'individu, en tant que groupe, nous ne pouvons jamais nous permettre de penser que nous avons fini, que nous avons identifié l'ensemble des lieux, structures et processus d'oppression là-bas et ici, à l'intérieur de nos propres identités et de celles de nos groupes. La responsabilité inépuisable veut dire être toujours prête à entendre un nouvel autre, un sujet qui par définition n'existe pas, et ne doit en effet pas exister. Être entendu, si l'on veut que les relations de pouvoir en cours soient maintenues. Dans ce sens, les questions portant sur ce dont nous sommes responsables, celles et ceux dont nous sommes responsables et ce sur quoi nous pouvons devoir rendre des comptes sont des questions éthiques qui restent ouvertes. Voilà, il n'y a pas de commandement, il n'y a pas de je sais pas combien de commandements du militantisme en fait. C'est des choses qu'on peut toujours, et peut-être même qu'on doit, mais au sens d'éthique et pas de morale, mettre en débat entre nous, dans nos cercles, remettre en question. Voilà.
La responsabilité est inépuisable dans le sens où elle ne connaît pas de limite. Nous pouvons nous blesser mutuellement de façon inattendue. Et la responsabilité inépuisable ouvre le potentiel pour rester réactive à cela. Pour pouvoir aller plus loin dans cette façon de penser, la responsabilité peut être séparée en deux morceaux. La réponse, habilité. L'autrice et facilitatrice Zainab Hamadaï écrit: La responsabilité en ce sens n'est pas un poids, mais quelque chose qui permet en réalité d'améliorer notre expérience de la vie. Le mot signifie littéralement habilité à répondre. Dans le cadre relationnel, nous pouvons comprendre la responsabilité comme l'habilité à répondre de façon appropriée, c'est-à-dire pour le bien commun. En ce sens, la responsabilité apparaît comme préférable à l'individualisme, qui n'existe pas vraiment. Alors ça par exemple, par contre, dans un certain sens, ça peut être plus discutable. Il ne s'agit pas non plus de nier l'individu. Mais en même temps, individualisme et individu, c'est pas la même chose. Ce bien commun n'est pas un bien abstrait issu de la moralité occidentale. Pour Hamadaï, il repose sur la capacité à se connecter aux relations humaines et non humaines et à les cultiver. Si l'on suit ce raisonnement, la responsabilité est éthique plutôt que morale. Sitôt que les réponses à ces questions deviennent permanentes, le moment éthique se dissipe et l'on ne peut plus être réactif aux relations en mouvement. Comme toutes les notions communes, la confiance et la responsabilité ne sont pas des garanties que les choses iront bien ou que l'oppression et la violence n'auront pas lieu. L'autrice et l'auteur de ce bouquin qu'on est en train de lire, j'allais le montrer à l'envers, Choix militante, sont pas des personnes qui croient au safe space, à la safe place absolue dans les milieux militants ou ailleurs. Ce sont des gens qui pensent que c'est un combat permanent, toujours imparfait, et que l'important de ces cadres-là que l'on cherche à construire, qui seront plutôt safer que safe, c'est comment on a des fonctionnements entre nous qui nous permettent de nous dire quand ça va merder, comment on va réparer. Comment la personne qui a causé ça, ça n'existe pas, mais il y a des personnes qui prétendent être dans des... Quel est l'éditeur? Salut à toi, c'est les éditions du commun, figurez-vous. Est-ce que c'est pas un joli nom de maison d'édition, hein? Voilà, l'important c'est d'essayer d'appliquer ce qu'on appelle le doute méthodique, c'est-à-dire être en capacité de se dire là, ce que j'ai fait, c'est peut-être pas bien. Il ne s'agit pas de faire forcément de l'autocritique publique et de dire vraiment j'ai été une grosse merde sur ce truc-là, je promets que je recommencerai plus, avec toutes les stratégies aussi derrière de châtiment public que ça peut avoir, de fonctionner comme ça. C'est pas du tout les bails, quoi. C'est pas du tout le mode de fonctionnement qui est préconisé, quoi. On essaie de gérer, mais c'est toujours très complexe. Après, il ne faut pas passer son temps à s'excuser en permanence, ne jamais rien apprendre de nos erreurs et ne pas appliquer les mesures correctrices qui doivent l'être, hein. C'est et absolument pas ce que je dis non plus, quoi. La confiance, l'hospitalité et l'ouverture sont précieuses et importantes précisément parce qu'elles impliquent un courage incroyable et des risques, en particulier dans le contexte de l'Empire, avec ses multiples couches de violence et de contrôle. Pour cette raison, Esteva et Prakash écrivent que rien n'est plus dangereux que ce qui viole l'hospitalité. Être ouverte et vulnérable comporte le risque d'être blessé et trahi, comme on ne peut pas l'être lorsque l'on reste sur ses gardes ou renfermé sur soi-même. Et oui, on n'est pas dans la tolérance zéro, la sécurité totale, voilà. On n'est pas dans une zone de confort quand on fait ce geste collectif d'être responsable et confiant les unes et les uns envers les autres. Souligner le besoin d'ouverture n'est pas une injonction à demeurer ouverte à tout. C'est plutôt une autre question éthique ouverte qui porte sur où, quand, avec qui et comment être ouverte et en confiance. La confiance et la responsabilité sont risquées pour de nombreuses raisons. Elles ne sont pas simplement le résultat d'une pensée rationnelle, ni même d'une combinaison entre la théorie et la pratique, parce qu'elles sont impliquées dans l'affect. Elles naissent de la pensée et du ressenti que génèrent les rencontres transformatrices avec notre propre pouvoir et celui des autres. C'est en partie la raison pour laquelle il est important de considérer la confiance et la responsabilité comme des notions communes plutôt que comme des prescriptions. Les notions communes émergent des moments d'accroissement de la joie qui les rendent possibles, à mesure que les gens réapprennent ensemble à nourrir des formes de vie conviviales.
Faire de la confiance un impératif revient à lui retirer son potentiel. Il n'empêche que même parmi les gens qui les ont impulsés, les notions communes peuvent se convertir en des doctrines rigides qui éloignent la transformation joyeuse plutôt que de l'alimenter. Cela arrive lorsqu'une certaine forme de certitude s'élabore autour de la marche à suivre, lorsque fais-moi confiance et prends tes responsabilités deviennent des injonctions. Cela en fait des mots morts, détachés de l'écheveau du mouvement transformateur qui les a fait exister. Il faut y aller doucement avec les notions communes, comme des idées flexibles dont les pouvoirs reposent sur les relations et les processus qu'elles nourrissent. Moi, c'est une peur que j'ai beaucoup et souvent. Oula, ça lag un peu là. J'espère que ça va bien chez vous. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que. Alors, est-ce que c'est chez moi ou chez vous ça va? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir de problème de connexion. 10 sur 10 ici. Ok, c'est peut-être chez moi. Je vais rafraîchir chez moi pour voir si c'est bon. Ça a l'air d'aller. Ok. Bien. Ah non, moi ça a rebloqué. Is ok chez toi également? Non, ça va. Ok. Merci de vos retours en tout cas. Salut chouette maman, j'espère que tu vas bien. Donc, on n'est pas dans l'injonction, on est dans la notion commune. Le glissement des notions communes vers un ensemble de principes est très commun par les mouvements et les milieux radicaux, en particulier en Amérique du Nord, nous disent Thiel, parce que Yel sont d'Amérique du Nord, et plus précisément du Canada, pour celles qui arrivent et qui auraient loupé le début. N'hésitez pas à me demander ce qu'on lit et tout ça, et si vous êtes un peu paumé pour savoir où on en est, et si vous avez besoin que je reprenne certaines choses. N'hésitez pas. Nous pensons que ce glissement est lié au phénomène de radicalisme rigide, que nous avons abordé dans l'introduction et auquel nous nous intéresserons plus profondément dans le chapitre suivant. Qu'est-ce que c'est donc que ça, le radicalisme rigide, selon notre autrice et notre auteur? Et là, ça va peut-être être plus controversable, pour le dire comme ça. Parce que ce chapitre 4, il va parler d'ambiance étouffante, de burn-out et de performance politique. Et ça va peut-être aussi vous parler à vous aussi. Citation de Zainab Hamadaï. Le capitalisme, le colonialisme et l'hétéropatriarcat nous rendent malades. Est-ce que nos réponses nous soignent? Est-ce que nos actions génèrent du bien-être pour d'autres? Ou bien reproduisons-nous involontairement le type de relations qui nous ont rendus malades en premier lieu? C'est une super question, moi, je trouve. Et il y a Emma Goldman qui ajoute « Le puritanisme, quelle que soit la forme qu'il prenne, est un germe empoisonné. En surface, tout peut sembler fort et vigoureux, mais le poison continue de se répandre jusqu'à ce que l'ensemble soit contaminé. » Et on entame tout de suite avec un premier sous-titre, justement, qui reprend ce qu'Emma Goldman dit en exergue. « Contour toxique. » Quelque chose circule dans de nombreux espaces, mouvements et milieux radicaux, en sapant leur puissance de l'intérieur. C'est le plaisir de se sentir plus radical que les autres et l'inquiétude de ne pas l'être assez. Le triste confort de pouvoir ranger les événements qui surgissent dans des catégories toutes faites. L'appréhension vigilante des erreurs chez soi et les autres. Les postures anxieuses sur les réseaux sociaux avec leurs hauts, les nombreux likes et leurs bas, se sentir ignorés. La suspicion et le ressentiment en la présence de quelque chose de nouveau, la façon dont la curiosité est ressentie comme naïve et la condescendance comme appropriée. Nous pouvons le voir apparaître à certains moments quand nous sentons le besoin de nous comporter d'une certaine manière, de haïr les choses qu'il faut haïr et d'avoir les bonnes attitudes. Combien de fois des gens sont partis de milieux militants après y avoir passé un peu de temps parce qu'elles se sont dit « j'ai pas les codes, je me sens pas bien dans ce groupe ». J'ai l'impression de passer mon temps à pas pouvoir poser de questions et je comprends rien à ce qui se passe et j'essaie de singer ce que je vois, mais je vois bien que c'est de la maladresse, que c'est imparfait, que voilà, j'ose pas dire quand je comprends pas. Non, c'est pas possible, on peut pas avoir des milieux militants comme ça, on peut plus avoir de militants comme ça, comme on peut plus avoir d'organisations militantes où
Il est impossible d'avoir un rapport critique à son organisation sans tout de suite être considéré comme un traître, en fait. On ne peut pas être dans des milieux militants où il y a un bréviaire de ce qu'il faut penser qui est souvent énoncé par quelques-uns, surtout quelques-uns au détriment de, notamment quelques-uns au détriment de quelques-unes, hein, entre autres. Mais dans des milieux militants aussi où, bah, du coup, si vous avez le malheur de ramener une idée parce que vous avez lu un article super intéressant sur, je sais pas moi, la sécurité sociale de l'alimentation, essayez d'aller porter ça dans des milieux militants où les gens n'ont jamais entendu parler dans les motions de leur congrès, dans dans les mots, dans les bouches de leurs dirigeantes et dirigeants. Euh, bon courage, la plupart des militants ils vont vous dire non mais aujourd'hui c'est pas ça nos mots d'ordre, hein. Donc calme-toi camarade avec ton projet de sécurité sociale de l'alimentation. Je vous dis pas que ça m'est arrivé spécifiquement là-dessus, hein. J'ai pris d'ailleurs volontairement un exemple qui m'est pas forcément arrivé à moi. Voilà. L'autrice et l'auteur nous disent en tout cas qu'il n'est pas possible de décrire totalement ce phénomène parce qu'il est en constante mutation et qu'il circule sans cesse. Le problème n'est pas seulement que les personnes ne sont pas au courant. Nous pensons que c'est un problème assez commun à beaucoup de milieux radicaux. Comme l'écrit le chercheur et militant anarchiste Chris Dixon, chaque fois que ce sujet apparaît dans des discussions, j'ai remarqué qu'il suscite rapidement des hochements de tête et des histoires horribles d'attaques ciblées sur les réseaux sociaux, d'effets de bandes entre collectifs, de hiérarchisation des statuts sociaux entre militantes et une atmosphère générale de radicalisme moralisateur. Il peut être difficile de discuter de tout cela publiquement. On peut facilement être taxé de SOSDEM, d'oppressive, de réactionnaire. Pour cette raison, beaucoup de conversations à ce sujet n'ont lieu qu'entre personnes qui se connaissent et se font suffisamment confiance, hein. C'est par rapport à ce qu'on a lu tout à l'heure, tout ça, hein, ça fait écho directement. Les personnes se font confiance dans des petits cercles où elles ont coopté leur confiance plutôt que de naviguer dans un cadre collectif qui construit de la confiance, en fait. Et donc dans ces petits cadres-là, qui sont des cadres de reproduction de la façon de se faire confiance dans l'Empire, dans nos systèmes de domination, dans nos sociétés actuelles, eh bien, dans ces petits cercles-là, on sait qu'on ne va pas être vu comme suspect ou immédiatement critiqué. Là, il y a plus d'espace pour se questionner et s'écouter, laisser la place aux subtilités, aux nuances et à l'empathie, qui sont le plus souvent absentes quand le radicalisme rigide prend le dessus. Oui, les initiés, par exemple, Flo, exactement. Les sachantes et les sachants. Voilà certaines des questions que nous nous sommes posées lors de notre recherche. Qu'est-ce que cette force? Quels sont ses contours et où prend-elle ses sources? Qu'est-ce qui la déclenche? Comment la contrer et comment les gens font-ils pour activer d'autres façons d'être? Le radicalisme rigide est à la fois une façon déterminée d'être et une façon de déterminer. Il détermine dans le sens où il cherche à corriger, percevant les mouvements émergents comme intrinsèquement erronés, voire fautifs, hein. On pourrait le dire comme ça aussi, hein. Corriger, c'est-à-dire voir des manques partout et traiter les luttes ou les projets comme inaboutis ou déficients. Il détermine aussi dans le sens où il cherche à fixer ou à rendre permanent, en changeant les pratiques fluides en des façons d'être rigides, immobilisant leur potentiel de transformation. Même si, à distance, des pratiques naissantes peuvent être identiques à d'autres, les habitudes et les certitudes peuvent prendre le dessus sur ce qui a pu être expérimental et vivant. Quand la rigidité et la suspicion l'emportent, la joie s'éteint. Je crois que ça, c'est assez clair. Je suis en train, tandis que ma tête est en train de disparaître derrière le chat. Il s'agit là probablement de notre chapitre le plus désagréable. Allez, on lit du désagréable, tandis que moi j'ai proposé un titre au piquet de stream, comment fabriquer de la joie militante même quand on perd des batailles. Voilà, voilà, c'est ça la gauche, que de la déception. Nous voulons proposer quelques idées concernant la façon dont tout ceci fonctionne, mais nous ne cherchons pas à le définir une bonne fois pour toutes. Nous avons lu sur ce phénomène, avons parlé à des amis et interviewé des gens, et nous espérons contribuer à une discussion dont nous savons qu'elle est déjà en train d'avoir lieu. Nous voulons raconter des histoires pour illustrer cette tendance, pas la seule histoire qui permettrait de le résumer. Nous ne pensons pas qu'il y ait une seule cause, ni une seule réponse.
Lors de nos premières tentatives d'écriture sur le sujet et au cours de nombreuses interviews, nous avons utilisé le concept de militantisme triste pour décrire ce phénomène, mais nous avons finalement abandonné ce terme, car il ne fonctionnait pas pour certaines des personnes avec lesquelles nous avons parlé. Inspiré de la notion de tristesse chez Spinoza comme une forme de diminution, la notion de militantisme triste a circulé pendant un moment, particulièrement en Amérique latine. Ça vous parlera peut-être alors à certains d'entre vous. Néanmoins, nous avons remarqué qu'elle peut facilement être interprétée comme une façon de rendre pathologique ou de condamner la dépression et le chagrin. En outre, nous utilisons le terme radicalisme parce que nous voulons éviter de créer une dichotomie entre deux types de militantisme. Le radicalisme rigide n'est pas l'opposé du militantisme joyeux, ce sont deux processus différents, animés par des affects distincts. C'est un peu effrayant d'écrire sur ces tendances. Au cours du processus d'écriture de ce livre, nous nous sommes confrontés à la crainte qu'on nous renvoie que nous avons tort, que nous sommes des réactionnaires, ou des libéraux, ou bien oppressives, et ce pour des raisons que nous n'aurions pas anticipées. Quelqu'un nous révélera que nous n'avons pas la bonne vision politique, que le livre est trop théorique ou pas assez, ou romantique, ou rempli de trucs de hippies barrés, ou naïf, ou trompeur, ou problématique, ou libéral, ou inutile, hein, c'est sans fin, c'est sans fin. La critique de la critique critique, comme dirait l'autre. Nous aurons engagé nos idées ridicules en format imprimé, au risque d'une humiliation permanente. Nous pensons que cette peur témoigne de l'endurance du radicalisme rigide et de la façon dont il réveille la paranoïa, impose l'autocensure et la conformité et encourage une forme de condescendance détachée. Tout ça étant, je trouve, pour ma part, extrêmement violent. Ce sont ces gens là-bas, ça c'est un nouveau sous-titre du chapitre. Ces discussions ont déjà lieu fréquemment. Le radicalisme rigide est un secret public. Quelque chose que les gens sentent déjà, mais qui maintient néanmoins son emprise affective. Il structure les désirs et les mouvements d'une façon incapacitante, et ce, malgré la conscience que nous en avons. Il nous maintient bloqués dans des cycles d'anxiété, de peur, de suspicion et d'incertitude. En tant que tel, on ne peut pas l'attaquer frontalement. Lorsque ce secret public en vient à être discuté, il est facilement converti en un argument moral, en visant les individus et les groupes. Le problème, ce sont ces radicaux, radicales, rigides, là-bas, distincts de nous, parce que nous, on est bien, on fait les choses comme il faut, c'est bien connu. Certaines critiques du radicalisme rigide s'établissent elles-mêmes à part ou au-dessus de lui, comme si elles seules pouvaient voir clairement, tandis que les radicales rigides sont enfermés dans une sorte de brouillard. Le problème est que cette critique reproduit un trait commun du radicalisme rigide lui-même. Une personne détient la vérité et l'apporte aux autres, ceux et celles qui ont besoin de voir la lumière. Encore une fois, les initiés, dont parle Flo. Nous espérons aborder le radicalisme rigide différemment, tout en reconnaissant qu'il y est aisé d'y tomber, de l'attiser et de l'activer. Comme le militantisme joyeux, le radicalisme rigide ne peut pas être réduit à certaines personnes ou certaines attitudes. Donnez-moi la liste, donnez-moi les noms de toutes ces personnes-là qui font de la merde dans le militantisme. Qu'on aille leur expliquer, qu'on aille les convertir. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas une bande d'emmerdeuses qui passent leur temps à étouffer les mouvements et faire exploser les mondes de l'intérieur, même si parfois on a très très envie de le penser, on est bien d'accord. En fait, cette recherche vigilante des défauts chez les personnes ou des attitudes erronées et le fait de les exposer partout peut faire partie du radicalisme rigide lui-même. Puisqu'il s'agit d'un secret public, il n'y a aucune raison de crier sur les toits à son propos. C'est plutôt comme une sorte de gaz. Il circule en permanence, nous influençant à notre insu et nous menant vers toujours plus de rigidité, de fermeture et d'hostilité. Personne n'est immunisé contre cela, exactement comme personne n'est immunisé contre le fait d'être entraîné dans le libéralisme et d'autres schémas de l'Empire. C'est un air qui nous fait tousser des certitudes. Alors là, j'aime beaucoup ça, là, cette image. Les structures de domination dans lesquelles on est immergé, là, tous entre nous, là, dans la société dans laquelle on vit vraiment dans une société. C'est un air qui nous fait tousser des certitudes. Certaines se sentent provoquées, attaquent en retour ou reculent au contraire. D'autres mettent en avant des sirops anti-tout, mais rien de tout cela n'arrête le virus. Selon nous, il n'y a pas de remède miracle,
Pas de masque protecteur, pas de solution unique. Il n'y a que des ouvertures, de la recherche et la découverte collective de nouvelles et d'anciennes façons de se mouvoir qui laissent entrer de l'air frais. Et pour la même raison que personne n'y est immunisé, n'importe qui peut participer à le défaire. Nous pensons que confronter efficacement le radicalisme rigide ne revient pas à le cerner et l'attaquer, mais à le comprendre pour pouvoir apprendre à le dissiper. Parce que ces tendances sont liées à la peur, à l'anxiété, à la honte, mais aussi à nos désirs, à l'idée de ce que nous sommes, de ce que nous devenons. Nous pensons qu'il est important d'approcher tout cela avec soin et compassion. Cela implique aussi de reconnaître et de rendre d'autres tendances palpables. Le radicalisme rigide est déjà en train d'être défait et la joie est toujours en train d'apparaître. Au fond, nous pensons que la rigidité est défaite par l'activation, la stimulation et l'intensification de la joie, et en la défendant avec détermination et douceur. En d'autres mots, il s'agit de comprendre comment être en prise avec nos propres situations, bien nous traiter les unes les autres, nous écouter les unes les autres, expérimenter et se battre ensemble. Voilà les camarades. Sur ce, j'ai besoin de m'hydrater un peu. N'hésitez pas à en profiter pour faire des dons. Allez, on attaque un sous-titre qui s'appelle tout simplement « Le paradigme du gouvernement ». Allez, vous êtes prêtes et prêts pour le paradigme du gouvernement? Let's go! D'où vient le radicalisme rigide? Il y a certainement une multitude d'origines. Nous pensons qu'il s'agit fondamentalement d'un héritage de l'Empire. On nous a suggéré que le radicalisme rigide est avant tout un phénomène euro-colonial, ce qui veut dire qu'il est le plus intense là où la blanchité, l'hétéropatriarcat et la colonisation ont le plus d'emprise. Ces divisions impliquent des habitudes relationnelles reposant sur la crise et le manque, puisque le capitalisme jette les gens et les groupes dans une compétition. Mais le radicalisme rigide ne singe pas complètement l'Empire. Il émerge comme réaction à ce dernier, comme une aspiration à être purement contre lui. Comme évoqué lors de son interview, Adrienne Mary Brown estime qu'il s'agit là d'une conséquence de la terreur et de la violence. Qu'est-ce qu'il entretient, demande à Adrienne Mary Brown Nick et Carla. La culture selon laquelle il n'y a qu'une seule façon d'être radical dans le monde, une seule façon de faire advenir le changement. Donc du coup, Nick et Carla lui demandent qu'est-ce qu'il provoque ou l'inspire? Qu'est-ce qui le fait se répandre? Brown répond « la terreur. On meurt dehors. Il y a une destruction énorme en cours. Je pense qu'il y a un sentiment d'urgence, que nous avons besoin de discipline et de rigueur pour faire face à cette énorme menace qui pèse sur nos existences, le racisme, le capitalisme, le climat, tout ça. C'est comme si on avait besoin d'être une armée. Et ça, ce débat-là, il m'intéresse aussi beaucoup. Certains d'entre vous le savent. C'est quoi s'armer face à ces dominations? Qu'est-ce que ça signifie, quoi? Et c'est pas... La question, elle n'est pas du tout vite répondue, là, en fait. En tout cas, l'autrice et l'auteur reprennent leurs propos en disant « La destruction en cours par l'Empire peut déclencher des désirs de contrôle et de discipline militarisée. Cela peut mener à une compréhension univoque de la bonne façon d'être radicale, hostile et suspicieuse envers d'autres façons d'être. Cela évince le côté bordélique des relations et de la vie quotidienne au profit de lignes de partition claires entre bien et mal et radical et réactionnaire. Dans ce sens, le radicalisme rigide importe les tendances de l'Empire à déterminer, discipliner et contrôler tout en les présentant comme des outils pour la révolution ou la libération. À ce titre, de nombreux mouvements radicaux occidentaux et d'ailleurs se sont retrouvés pris dans ce que l'intellectuel espagnol Amador Fernández Savater a appelé le paradigme du gouvernement. Voilà, nous y sommes. Avec le paradigme du gouvernement, être militante implique d'être toujours en colère contre ce qu'il se passe, parce que ce n'est pas ce qu'il devrait se passer, de toujours fustiger les autres, parce qu'ils et elles ne savent pas ce qu'ils et elles devraient savoir, d'être toujours frustrée, parce qu'il existe manque de ceci ou de cela, toujours anxieuse parce que le réel va constamment dans la mauvaise direction et qu'il faut le dompter, le diriger, le redresser. Tout cela implique de ne pas savoir apprécier la situation, de ne jamais la laisser nous emporter, de ne pas faire confiance aux forces du monde.
Avec le paradigme du gouvernement, on a toujours une idée de ce qu'il devrait se passer. Et cela se met en travers de ce qui est toujours déjà en train de se passer et de la capacité à s'ouvrir au potentiel transformateur de sa propre situation. Sous le paradigme du gouvernement, les gens ne sont jamais assez engagés. Ils en font jamais assez. Et c'est là qu'on en arrive au burn-out militant, évidemment. Et donc, Sylvia Federici en a parlé à l'autrice et à l'auteur lorsque Yale l'ont interviewé. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas au concept de don de soi. Là où le don de soi revient à faire des choses qui sont contre nos besoins, nos désirs, nos potentiels, et où, au nom du travail politique, nous devons nous réprimer nous-mêmes. Il s'agit d'une pratique qui a été commune à de nombreux mouvements politiques dans le passé, mais elle produit constamment des individus insatisfaits. Parce que le radicalisme rigide induit un sens du devoir et de l'obligation partout, on a l'impression permanente de n'en faire jamais assez. Dans ce contexte, le burn-out dans les espaces radicaux ne s'apparente pas simplement à une charge de travail trop élevée. Il s'agit souvent du signe que l'on est blessé, vidé et à vif. Ce qui nous vide, ce ne sont pas seulement les longues heures passées à militer, mais aussi les tendances à la honte, l'anxiété, la défiance, la compétition et le perfectionnisme. C'est la façon qu'ont ces tendances d'étouffer la joie. Elles empêchent la capacité à créer collectivement, à expérimenter et transformer. Souvent, dire qu'on a fait un burn-out est la façon la plus facile de disparaître, de prendre une pause et de prendre soin de soi, loin de ces dynamiques. Mais est-ce qu'on doit vraiment se satisfaire d'en arriver là, en fait, les gens ? C'est un peu la question. Kix qui demande si des gens vont à l'Assemblée demain, là où ça va se passer, se tramer, se dénouer provisoirement. En tout cas, c'est ce qu'espère le gouvernement. Eh bien, certainement. Il va certainement y avoir des gens devant l'Assemblée. Mais je vous garantis aussi qu'il va y avoir une présence policière très très forte. Mais bon, c'est pas le sujet. En tout cas, si vous voulez discuter ça dans le chat, sachez que ça ne me dérange pas et ne m'offense pas. Je comprends que ces questions-là se posent en ce moment. En particulier, quand on a la possibilité d'être pas très loin de l'Assemblée nationale et de se dire qu'on aurait la disponibilité d'y aller, en fait. Voilà. Sous-titre suivant de notre chapitre en cours de lecture, déclin et contre-révolution. Le radicalisme rigide apparaît souvent comme une réaction au déclin des mouvements transformateurs et émancipateurs. L'Empire, de son côté, répond aux mouvements qui réapparaissent et aux soulèvements en déployant des formes toujours plus sophistiquées de répression et de contrôle. La surveillance, la criminalisation et l'emprisonnement sont utilisés pour détruire la capacité des gens à s'organiser. Et parfois le meurtre. Aussi. Ne l'oublions pas. Des vagues d'austérité et d'accumulation ont engendré plus de dettes, un coût de la vie plus élevé et une pénurie économique. Le complexe industriel des ONG organise la pacification des mouvements et les domestiques par le management et la professionnalisation de l'action collective. Ce qui ne marche jamais tout à fait. Certaines parties des mouvements sont détruites, d'autres récupérées, soumises et divisées. Au cours de ce processus, ce qui avait été une pratique transformatrice peut devenir un rituel stagnant, vidé de sa puissance. Est-ce qu'on en parle de l'état dans lequel est l'ensemble des mouvements d'éducation populaire en France ? Est-ce qu'on en parle ? Moi, ça me fait penser à ça aussi. Sébastien Touza en donne un exemple, tiré de son expérience dans le mouvement étudiant en Argentine. Je pense que les déplacements vers la joie arrivent lorsque les gens s'organisent pour faire les choses d'une autre façon. Parce qu'apparaît une nouvelle occasion de s'organiser. Ou parce que les formes précédentes ne fonctionnent plus. Comme par exemple les manifestations bien sages en cortège. Et ça, je peux vous dire que je l'entends actuellement de la bouche de personnes qui sont absolument pas catalogables de radicales, de dangereuses terroristes, etc., etc. Je sais pas vous, mais moi, ça, je l'entends beaucoup autour de moi. Et je suis pas dans un milieu du tout radical, etc., quoi. Au boulot, notamment. Donc, en tout cas, suite du témoignage, je suis entré dans le mouvement étudiant de mon université à la fin de la dernière dictature, en Argentine, en 1983. Je me souviens des premières années de consolidation des institutions démocratiques comme d'une période au cours de laquelle l'expérimentation était vivace. Les gens de ma génération n'avaient pas la moindre idée de ce qu'était un parti politique, après 8 ans durant lesquels les partis étaient interdits.
Les militantes voulaient tout réinventer, étaient ouvertes à toutes les nouvelles idées sur la façon de s'organiser. Aujourd'hui, en tant que professeur, et 2 ou 3 générations d'étudiantes militantes plus tard, je vois les étudiants de l'université où je travaille convaincus que la façon qu'ils et elles ont de faire les choses est la seule possible. Toutes les idées percevant la lutte comme une expérimentation ont été perdues au sein du mouvement étudiant, si on peut appeler mouvement un ensemble de personnes qui pensent rarement en dehors des lignes politiques de leur parti. Et ça, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. La joie à avoir avec une capacité de faire de nouvelles rencontres, une disposition pour de nouveaux affects et de nouvelles idées, tout en désirant différemment, tout en questionnant la reproduction des choses telles qu'elles sont. La tristesse, au contraire, a à voir avec la peur de se départir de la sécurité d'une routine qui permet à beaucoup de survivre, mais à très peu, voire à personne, de vivre vraiment et d'apprécier ce qu'il ou elle fait. Dans les périodes de déclin, les mouvements ont tendance à se replier sur eux-mêmes et ou à rester bloqués sur des vieilles stratégies ou des façons de procéder consacrées. La curiosité se calcifie en certitude, éloignant la capacité à expérimenter la capacité à expérimenter ainsi que son potentiel transformateur. Et on poursuit avec un nouveau problème qui est celui des écueils de la comparaison. Non sans avoir lu, bu surtout. Lire, je continue après. Le radicalisme rigide peut aussi s'installer dans la comparaison de notre situation avec d'autres époques et d'autres lieux. On a aussi ce côté, là-bas c'est l'Eldorado du militantisme, ici on fait que de la merde, mais là-bas c'est dans la ZAN machin truc ou dans le pays bidule ou dans la région bidule, allez voir là-bas, c'est là-bas que ça se passe. Et puis, non, aujourd'hui, c'est vraiment nul ce qu'on fait. Vraiment, il n'y aura jamais d'autre mai 68. C'était vraiment la seule expérience qui valait le coup. Aujourd'hui, les gens, ils sont plus capables de faire quoi que ce soit, etc. Que en filigrane, on retrouve un peu aussi dans le témoignage qu'on a lu tout à l'heure sur l'expérience argentine, là. En tout cas, nous disent l'autrice et l'auteur, cela peut créer le sentiment qu'autour de nous, les gens sont pleins de défauts, complaisants, ou bien que nos propres mondes manquent de quelque chose, qu'ils ne sont pas assez insurrectionnels, pas assez grands, pas assez militants, pas assez tournés vers le soin. Le changement peut alors sembler impossible à atteindre, de l'autre côté d'un gouffre infranchissable. Cela peut mener au cynisme, au pessimisme, et à une certitude détachée que nous n'évoluons pas dans un lieu de joie et de transformation. Les révoltes se disséminent partout, mais tout est niqué ici, les gens sont passifs et il n'y a pas de vraie lutte. Ou alors, le gouffre peut nous mener à ne vouloir cultiver que notre propre jardin, à nous retirer dans nos petites cliques, nos petits milieux, où subsiste une apparence de sécurité et de prédictibilité. Tout est pourri autour de nous, mais on peut vivre nos beaux idéaux dans notre propre petit monde. Je vais aller m'installer dans ma cabane au fond des bois et tant pis pour le reste des gens. Moi, au moins, je vais vivre en harmonie avec la nature, n'est-ce pas ? Voilà. C'est la création d'alternatives dans l'isolement plutôt que par une lutte qui lie à d'autres mouvements et formes de vie. Cela peut aussi mener au perfectionnement infini d'une idéologie militante qui abreuve en certitude celles et ceux qui y adhèrent, se renforçant perpétuellement des erreurs désignées de celles et ceux qui font les choses différemment. Si seulement il et elle comprenaient comme nous comprenons, tout serait différent. Si tout le monde pouvait écouter Jean Covici ou Friot, machin, qui ont la solution à tout. Salut à toi, pleure de joie. Écoute, bienvenue ici. On parle de joie militante, justement. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Ces réponses cyniques, de fuite ou d'idéologique à l'Empire sont tout à fait compréhensibles. Nous les ressentons souvent. Et nous avons remarqué que cela arrive en particulier lorsque nous évaluons nos vies, nos situations avec anxiété, au regard d'un standard universel de radicalité. Une des façons dont nous voyons cette échelle de la radicalité se matérialiser se joue avec la notion de bonne vision politique.
Dans de nombreux endroits aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'assez commun que l'on peut dire au sujet d'un individu ou d'un groupe. Ils ou elles ont une bonne vision politique. Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir une bonne vision politique? Qu'est-ce qui se passe lorsque la politique devient quelque chose qu'une personne a, plutôt que quelque chose que les gens font ensemble, comme une pratique partagée? Que se passe-t-il quand des pratiques partagées doivent toujours s'énoncer et leurs valeurs être mises en avant? Selon nous, avoir la bonne vision politique signifie de plus en plus prendre les bonnes positions, dire les choses qu'il faut dire, faire circuler les choses les plus radicales sur Facebook, Twitter ou Tumblr, pointer du doigt les personnes qui ont tort et avoir des opinions bien renseignées. Dans ce sens, avoir une bonne vision politique revient à avoir une bonne analyse. Quand la faculté d'analyse devient un trait individuel plutôt qu'un processus collectif et curieux, elle stagne. Nous sommes encouragés et nous encourageons souvent mutuellement à afficher nos idées et nos analyses comme des badges, comme un marqueur de distinction. Quand les idées deviennent quelque chose que quelqu'un a, comme une mode, cela doit toujours être visible pour fonctionner. Les actions doivent être communiquées, les positions prises et nos vies quotidiennes doivent être énoncées bruyamment aux unes et aux autres. On est encouragé à calculer nos engagements politiques sur la base de la façon dont ils sont perçus et par qui. Il y a ce travers, notamment sur Twitch aussi, à faire le react du react du react du react, quoi. Là, c'est pas la critique de la critique, c'est le react du react de react, quoi. Voilà. D'ailleurs, restez connectés, on vous proposera bientôt un react de Dany et Raz qui react sur Usul. J'espère que ça vous plaira. Alors, est-ce que c'est le bouquin des éditions du commun? Oui. Joie militante. Elles l'ont trouvé intéressant, mais pas facile à comprendre tout seul. Eh bien, c'est bien pour ça aussi que je vous propose qu'on le lise ensemble ce soir, Pleurs de joie. Et que je vous propose aussi qu'on en discute au fur et à mesure et que j'essaie de vous apporter des éléments complémentaires, quoi. Voilà. Mais puisqu'on ne peut avoir de bonne vision politique qu'en comparaison de celui ou celle qui n'en a pas, le radicalisme rigide pousse à la comparaison et à l'évaluation constante. Souvent, la meilleure façon d'éviter l'humiliation de ne pas avoir la bonne vision politique est de considérer que les autres manquent de combativité, de radicalité, de compréhension des oppressions ou d'un quelconque autre idéal. Nos idées et pratiques ne pourront jamais correspondre complètement à ces idéaux perfectionnistes, donc nous serons constamment soumis à la honte et à la peur. Quand les radicaux radicales s'attaquent sur le plan de la bonne vision politique, c'est lié au moins en partie au fait qu'il s'agit d'un endroit où les personnes peuvent exercer une forme de pouvoir. La personne qui a la bonne vision politique, c'est celle qui du coup va avoir le pouvoir, dans un certain nombre de cas. Même si nous sommes incapables de mettre en danger le capitalisme et la suprématie blanche en tant que structure ou de prendre part à des luttes transformatrices, on peut toujours attaquer les autres pour complicité avec l'Empire et se dire que ces attaques en elles-mêmes sont radicales. Nos adversaires au jeu de la bonne vision politique et du radicalisme rigide ne sont pas les capitalistes, les suprémacistes blanches ou la police, ce sont les autres. Rivaux, rivales en quête de la bonne façon de penser et de lutter contre le capitalisme, la suprématie blanche et la répression. La comparaison et l'évaluation des différents camps ou courants peut être si omniprésente qu'elle devienne une fin en soi. Chaque rencontre avec un nouveau courant sera accueillie par une recherche de défauts, chargée de méfiance. Nous en venons à connaître les autres, leurs croyances, leurs engagements, ce qu'ils et elles valent sur la base de leur capacité à afficher une position. Et c'est que de l'affichage et c'est que de la position en fait. Dans ce sens, le radicalisme rigide n'est pas un courant politique, mais une tendance qui s'infiltre dans de nombreux courants et milieux aujourd'hui. Dans certains milieux, la valeur de la bonne politique est une volonté annoncée ou démontrée d'action directe, d'émeutes, de casses et d'affrontements avec la police. Dans d'autres, c'est la capacité à l'analyse anti-oppressive, l'évitement des propos oppressifs et le fait de pointer du doigt celles et ceux qui en ont. Dans d'autres, c'est la capacité à éviter de travailler et à survivre sans rien acheter ni payer de loyer. Dans certains, c'est l'adhésion à une vision de la gauche ou de la révolution, et dans d'autres, c'est la conviction que la gauche est morte, et la révolution un fantasme stupide. Ailleurs, c'est le fait d'avoir participé à beaucoup de projets et d'être connecté à un important réseau de militantes radicaux et radicales. Dans tous les cas, il y a la tendance
d'un milieu, à rejeter les engagements et les valeurs d'un autre et à souligner leurs insuffisances. À l'extrême, cela génère une forme de sectarisme qui s'aligne. Le mot est lâché, on se demandait quand est-ce qu'il est arrivé, ça y est, le voilà. Sectarisme qui s'alimente de l'acte même de produire un discours sectaire. Le ou la nouvelle arrivante sera immédiatement placée dans une position débitrice. Elle devra donner d'elle-même. Va coller des affiches d'abord, la militante ou le militant. On verra après si tu as des idées. Grimpe un petit peu les échelles de la récompense militante et en fonction de ta valeur, peut-être, allez, on te mettra une place en position inéligible au municipal. Voilà. Donc en tout cas, ce nouveau ou nouvelle arrivante devra donner d'elle-même, se sacrifier et faire montre d'une analyse correcte qui sera constamment réaffirmée. Qu'il s'agisse de faire la performance d'un langage anti-oppressif, d'une ferveur révolutionnaire, d'un détachement nihiliste ou d'un dress code implicite, ceux et celles qui ne sont pas familières des attentes du milieu sont maudites dès le départ, à moins de se rattraper et de se conformer. Ils et elles seront attaqués, moqués et exclus de façon subtile et apparente, même si ces personnes sont celles que cette bonne vision politique est supposée soutenir. Voilà. Des personnes n'ayant pas fait d'études supérieures, qui n'ont pas beaucoup fréquenté les milieux radicaux, mais qui ont des enjeux de lutte conséquents dans leur vie. Des personnes qui sont concernées, mais qui n'ont pas le capital pour s'exprimer, en fait, pour se battre. Rien de cela n'a vocation à suggérer que nous devrions être moins exigeantes vis-à-vis de l'oppression, ou que les lignes politiques aiguisées sont une erreur, ni que toutes les pratiques politiques radicales sont biaisées ou mauvaises. Développer des analyses, nommer les erreurs et assumer le conflit sont autant de pratiques indispensables. Défaire le radicalisme rigide ne signifie pas appeler à bien s'entendre ou à taire les conflits pour privilégier l'action, ni à être spontané. La capacité des gens à défaire les oppressions, faire de l'action directe, éviter de vendre sa force de travail ou de payer des loyers peut approfondir les failles de l'Empire. Elles peuvent toutes faire partie d'une transformation joyeuse. Mais n'importe laquelle de ces pratiques peut aussi devenir une mesure de comparaison et d'évaluation qui finit par dévaloriser d'autres pratiques et essouffler les capacités collectives d'émancipation. Quoi ? T'étais pas là à la réunion hier soir ? Mais tu es une merde. Comment ça a eu un empêchement personnel ? Je veux pas le savoir. Voilà, ce genre de truc, quoi. Tout simple. Quand les pratiques de lutte circulent dans un monde dominé par l'hypervisibilité et la rigidité, il y a un ensemble énorme de choses qui ne comptent pas et qui ne pourront jamais compter. Les choses incroyables que les gens font quand personne ne les regarde. La façon dont les gens se soutiennent et prennent soin les unes des autres, discrètement et sans reconnaissance. Les hésitations et les balbutiements qui viennent dans la rencontre avec d'autres façons de vivre et de lutter. Tous les actes de résistance et de sabotage qui restent secrets. La lente transformation, le fameux quiet quitting, vous connaissez ça aussi. On en parle pas mal en ce moment. La lente transformation qui prend des années, voire des décennies, et tous les mouvements, les luttes et les projets ineffables, qui ne pourront jamais être complètement capturés par des mots ou vantés publiquement. Le radicalisme rigide est une barrière à l'apprentissage mutuel, à l'écoute, à la curiosité et à la possibilité de défaire notre assujettissement, nos habitudes installées. Il bloque la difficile restauration et la découverte de notre responsabilité et la capacité à forger de nouvelles relations ancrées dans la confiance et le soin. Le jeu de la bonne vision politique rend beaucoup plus difficile l'humilité, la réactivité et la créativité. Personne ne peut avoir rien de cela. Les notions communes joyeuses ne peuvent jamais être possédées. Ce sont des communs. Voilà, ce sont des communs. Elles ne peuvent qu'être développées et nourries collectivement. Elles sont des pouvoirs partagés qui poussent dans et au travers des relations transformatrices et de lutte. Lorsqu'on les brandit comme un badge honorifique ou qu'on s'y accroche comme à une identité, elles meurent, séparées des processus et des relations qui les alimentent. Le radicalisme rigide étouffe la joie. Il assèche toutes les énergies vitales en renforçant des normes et des standards extérieurs et en nourrissant les insécurités et les anxiétés. La plus grande tragédie est qu'il fait cela en convertissant un radicalisme vivant et mouvant en un idéal étouffant, comme un horizon toujours en vue, distant et fuyant. Ces tendances en ont poussé plus d'une à abandonner les milieux radicaux.
C'est la réduction des possibles induite par le radicalisme rigide, ou bien continuer dans une atmosphère étouffante et appauvrissante, ou bien abandonner et tenter sa chance dans la forme de vie offerte par l'Empire. Pour beaucoup, ce n'est même pas un choix dans la mesure où leur survie dépend des espaces gagnés par la rigidité. En ce sens, le radicalisme rigide peut être létal. Dans le même temps, des tentatives pour transformer tout cela ont déjà lieu, et beaucoup de gens commencent à discuter des façons de défaire ces tendances dans les milieux qui elles habitent. D'autres fuient les milieux explicitement radicaux, créant quelque chose de nouveau aux marges de l'Empire comme à celle des espaces visiblement radicaux. En prenant la tangente avec un groupe d'amis, certaines ont construit ailleurs des alternatives et lieux plus discrets, et qui laissent libre cours à de nouvelles formes de mouvement tout en ravivant les possibilités étouffées. Il y a de multiples façons de laisser entrer de l'air frais. Le radicalisme rigide n'est seulement qu'une tendance parmi d'autres, même lorsque c'est la tendance dominante. C'est la raison pour laquelle nous avons démarré et nous sommes concentrés sur le militantisme joyeux dans ce livre. Et c'est là qu'on en arrive au chapitre 5. Vous voyez, je vous avais promis qu'on allait au moins en commencer la lecture. Nous y voilà. Et on va commencer avec une petite citation de Michel Foucault pour se mettre bien. Qu'est-ce qu'il nous dit, Michel ? Comment faire pour ne pas devenir fasciste, même quand, surtout quand, on croit être un militant révolutionnaire ? Comment débarrasser nos discours et nos actes, nos cœurs et nos plaisirs du fascisme ? Comment, comme débusquer le fascisme qui s'est incrusté dans notre comportement ? Voilà, je vais la relire cette citation, elle n'est pas si évidente. Comment faire pour ne pas devenir fasciste même quand, surtout quand, on croit être un militant révolutionnaire ? Comment débarrasser nos discours et nos actes, nos cœurs et nos plaisirs du fascisme ? Comment débusquer le fascisme qui s'est incrusté dans notre comportement ? Voilà, ça c'est l'approche de Foucault du pouvoir. Un certain Philippe Maizetti en parlerait mieux que moi. Hein. Il le connaît mieux que moi, cet auteur, et il saurait un peu plus que moi vous expliquer en quoi Foucault a une approche du pouvoir qui n'est pas juste institutionnelle, qui ne se définit pas dans des lieux précis, visibles, mais qui est un pouvoir disséminé dans des formes de domination qui sont exercées, y compris par nous, sans chercher ce qu'on cherche volontairement à le faire, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça qu'il évoque, Michel Foucault, dans cette citation aussi, à mon sens en tout cas. Dites-moi si je me trompe. Alors, 3 histoires de radicalisme rigide. Nous voulons partager ici 3 histoires sur certaines des origines du radicalisme rigide, ainsi que sur les façons dont celui-ci est constamment en train d'être défait par l'attitude des gens à produire de la joie et à élaborer des notions communes. Nous nous intéressons à 3 sources qui se chevauchent: l'idéologie, la morale et la lecture paranoïaque. L'histoire de l'idéologie commence avec des courants du marxisme-léninisme qui ont animé certains mouvements au cours du XXe siècle. Mais le problème est plus large que l'avant-gardisme léniniste. C'est l'idéologie en tant que telle, et les façons dont la pensée idéologique alimente les réponses toutes faites, les certitudes et le sectarisme. Dans n'importe quel mouvement, la rigidité idéologique n'est qu'une tendance parmi d'autres, et elle se trouve remise en question par des courants relativement non idéologiques. Qu'elles soient explicites ou non, les formes non idéologiques de se mouvoir et d'être en relation restaurent l'espace nécessaire à l'expérimentation, et elles tendent à privilégier les relations et les émotions plutôt que les principes dogmatiques. La deuxième histoire commence avec la morale chrétienne et sa tendance à créer des pécheresses et des saintes, ainsi qu'à induire la culpabilité et la peur. Le radicalisme rigide est envenimé par un moralisme qui cherche à déterrer toute preuve de complicité avec l'Empire. Et dans ce processus, il efface souvent la complexité et renforce les certitudes d'avoir raison. Dans le même temps, les gens travaillent à défaire cela de multiples façons par une attention éthique à leur propre situation et en créant l'espace pour que puissent apparaître toutes sortes de réponses qui échappent à l'emprise du moralisme. Finalement, l'histoire des interprétations paranoïaques remonte à la scolarité et à la façon dont les élèves apprennent à intégrer une forme d'évaluation constante. Détachés de l'immédiateté de la vie, mesurant tout au regard de standards déterminés, on peut alors trouver des inadéquations partout. Lorsque ces tendances prennent le dessus, il n'y a plus d'espace pour l'engouement ou la surprise. En parallèle, nous voulons souligner certains des moyens par lesquels cela peut être défait, non pas en renonçant à la critique, mais en recouvrant des capacités complémentaires pour explorer les potentiels et aller à la rencontre de nouvelles possibilités.
Qu'est-ce que vous en pensez, les gens, là? Il est 21h34. J'ai envie qu'on s'écoute un petit peu de musique pour se détendre à la fin, avant que je passe le relais. Et donc, peut-être qu'on pourrait choisir prioritairement une de ces histoires euh, parmi ces trois. On n'est pas forcément obligé de lire les trois. Si dans la présentation qui vous est faite, vous voulez que, par exemple, je vous dise, moi, euh, euh, quel a priori j'en ai, je pense que, à titre perso, j'ai un priori un peu réservé sur l'histoire de l'idéologie. Surtout quand on en vient à considérer que l'idéologie est un apanage dans la façon de penser du marxisme-léninisme, quoi. Comme si aussi on entraînait le marxisme dans le léninisme. Ça aussi, ça me pose question et problème. Bon, ça c'est des points de vue très personnels, hein. Vous êtes pas, enfin, vous pouvez absolument avoir une toute autre approche. Donc ça c'est pour l'idéologie. Donc éventuellement, vous pouvez mettre par exemple idéologie dans le chat si vous voulez qu'on développe là-dessus. Après, moi personnellement, la deuxième histoire sur la morale chrétienne, là, c'est celle qui m'intéresse le moins. Un peu parce qu'elle apparaît de façon évidente et un peu aussi parce que pour que ce radicalisme militant soit imprégné de ce rapport à une moralisation chrétienne, bah faut être dans une culture chrétienne en fait. Donc de façon un peu étonnante de la part de l'autrice et l'auteur, je sais pas pourquoi ils partent de ce point de vue quoi. Voilà. Et puis enfin, pour le troisième temps, l'histoire des interprétations paranoïaques, bah moi perso c'est celle qui m'intéresse le plus. Je trouve ça très intéressant de développer un petit peu en quoi la façon dont les élèves apprennent à intégrer une forme d'évaluation constante, ça vient à polluer notre militantisme. Et je vous proposerais plutôt qu'on s'attarde là-dessus. Et comme le chat est absolument muet ce soir, je me dis peut-être que c'est ça qu'on va faire de toute façon. Euh, vous avez encore quelques secondes pour vous exprimer sur le sujet. Euh, et voilà. Bah écoutez, allez, on va faire ça. On va partir sur l'histoire de l'école. C'est celle sur laquelle j'ai le plus envie de partir. Hop là. T'as plus de neurones. Idéologie pour Flo. Ah ok. J'espère pas vous avoir trop saoulé avec mes propos hyper intellectuels. Allez, promis, on se passe un peu de musique juste après pour, euh, pour se détendre. Voilà. Allez, puisqu'il y a une demande, il y a une personne qui a exprimé une demande, on va suivre ça quand même, parce que c'est important, le chat et tout. Voilà. Donc allons-y. Alors, d'abord le schéma militant. Une des forces qui a contribué de façon majeure au radicalisme rigide est l'idéologie rigide et sa tendance à générer des certitudes et des réponses définitives, qui empêchent le potentiel d'expérimentation. Avec la critique marxiste de l'idéologie capitaliste venait l'aspiration à la remplacer par une idéologie révolutionnaire anticapitaliste. L'idée était que la révolution exigeait une conscience unie entre les prolétaires. On devait leur apprendre qu'il était dans leur intérêt de défaire le capitalisme. L'avant-garde révolutionnaire avait la responsabilité de développer et de diffuser cette idéologie. Et puisque tout dans la vie était soumis à l'enjeu de la révolution, tout le monde pouvait être traité de façon instrumentale, comme un moyen de faire tomber l'État et le capitalisme. Perso, pas d'accord avec cette approche du marxisme. Voilà, je l'avais déjà dit, je confirme. Hein. Le philosophe Nick Thorburn lie cette idéologie révolutionnaire anticapitaliste à ce qu'il appelle un schéma militant. Une tendance affective et idéologique persistante qui est d'abord apparue avec le bolchevisme et le léninisme. Ah, donc vous êtes en train de dire que c'est d'abord apparu avec le bolchevisme et le léninisme. C'est pas pareil là les camarades. C'est pas pareil. Elle s'est ensuite exprimée au travers de différents mouvements durant le XXe siècle, depuis les luttes de libération du tiers-monde aux dynamiques socialistes en Amérique du Nord et en Europe, en passant par le mouvement Black Power dans les années 60 et 70. Selon le Colectivo Situaciones,
Un groupe de recherche militant en Argentine, ce type de militantisme est toujours en train d'énoncer la ligne du parti, hein, la fameuse ligne du parti. Gardant pour lui-même le savoir de ce qu'il doit se passer dans la situation, qu'il approche toujours depuis une posture extérieure, d'une façon instrumentale et transitive, les situations n'ont de valeur qu'en tant que moment spécifique, compris dans une stratégie générale, parce que sa fidélité est avant tout idéologique et qu'elle préexiste à toutes les situations. Hein. Il peut se passer un truc. Vous aurez toujours effectivement ce genre de militant qui dit, comme le disait Marx, comme le disait Lénine, comme le dit Friot, comme le dit Jancovici, etc. Voilà. L'idée d'une bonne ligne de parti a pris différentes formes selon les mouvements, mais la structure de base, hiérarchique, rigide, est restée la même. Un groupe, en particulier privilégié, aiderait à amener la révolution au moyen d'une juste interprétation de la théorie et du déroulement de l'histoire. En dépit des transformations joyeuses et des brèches ouvertes par les insurrections, les tendances à l'avant-gardisme et l'idéologie rigide ont souvent mené les groupes vers l'isolement et la stagnation. Parmi de nombreux autres groupes, ces tendances se retrouvent chez le Weather Underground, un groupe militant anti-impérialiste blanc qui a été actif dans les années 70. Ils et elles sont surtout connus pour leur série d'attentats à la bombe qui visaient des infrastructures publiques et des monuments. Ceux-ci visaient à éveiller les blanches des États-Unis aux réalités de l'impérialisme états-unien, comme le massacre du peuple vietnamien et les assassinats des Black Panthers. Ils et elles avaient également adopté la pratique maoïste de l'autocritique afin de déceler la moindre trace d'idéologie dominante au sein de leur groupe. Les sessions d'autocritique, qui pouvaient durer des heures, voire des jours, quel enfer! Quel enfer! Impliquaient que les membres discutent de leurs faiblesses, de leurs erreurs tactiques, de leur investissement émotionnel, de leur niveau de préparation dans le but de commettre des actes violents et même de leurs inclinaisons sexuelles. Dans l'idée de couper tous les attachements à l'ordre dominant et de poser les bases d'une façon d'être révolutionnaire. C'est pas tant l'idéologie qui me semble problématique, mais l'esprit d'orthodoxie qui peut s'y rattacher. Je suis à 100% d'accord avec toi. Mais même les critiques les plus virulentes pouvaient être justifiées en tant que partie prenante de ce processus, et le Weather Underground a ainsi développé un régime total de pratiques visant à se purifier de l'ordre dominant, couplé à des injonctions constantes à se livrer à ce qu'ils et elles considéraient comme les formes d'action les plus militantes. Si leur tactique était controversée, ils et elles bénéficiaient aussi d'un large soutien à l'époque. Oui, ça fait un peu secte, ouais, on est bien d'accord. Et le Weather Underground n'était qu'un groupe parmi tant d'autres qui posaient des bombes et sabotaient les infrastructures gouvernementales et de certaines entreprises. Ce qui nous intéresse ici, ce ne sont pas des tactiques en particulier, ni quelque chose qui serait spécifique au groupe clandestin, mais la façon dont certaines dynamiques de pensée, d'action et de ressenti peuvent se figer en schémas étouffants. En tant qu'ancienne membre du Weather Underground, Bernardine Dorn écrit que le Weather a succombé au dogme, à l'arrogance et à la certitude. Nous n'étions pas les seuls. Il y a eu de la résilience, des excuses ont été faites dont le processus n'est pas terminé. Mais l'idée qu'il était nécessaire d'avoir réponse à tout et de lutter sans trêve a donné lieu à un leadership destructeur et sans générosité, à des attitudes lamentables et a blessé de nombreux camarades et nombreuses camarades. Comme l'explique Bill Ayers, lui aussi ancien membre, la tentative d'échapper complètement à la culture suprémaciste blanche et à la conformité capitaliste a nourri une alternative orthodoxe intense. C'était une obéissance fanatique. Nous, militantes anticonformistes, nous retrouvions soudainement à nous marcher les unes sur les autres pour devenir exactement les mêmes, en suivant les modèles compliqués d'un idéalisme figé. Je ne saurais pas reproduire l'atmosphère étouffante dans laquelle nous étions englués. Les événements se sont bousculés avec la délicatesse d'un accident de train sur le point de se produire. Et on avait la sensation triste d'être dans l'attente de la collision. Ça me rappelle, si vous voulez, pour moi, la pièce de théâtre de Camus, ça, Les Justes. Alors Camus n'est pas du tout quelqu'un que je porte au pinacle, mais je trouve intéressante son approche justement de ces groupes militants-là dans cette pièce-là, pour la mémoire que j'en ai. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Bien que le but ait été de créer des formes d'organisation révolutionnaires à même de faire tomber le gouvernement des États-Unis, leur rigidité idéologique et les normes de sacrifice personnel sans relâche les ont paradoxalement isolés toujours plus des masses, qu'ils et elles cherchaient à mobiliser. Quand nous l'avons interviewé, Gustavo Esteva nous a parlé de sa propre expérience de militantisme marxiste-léniniste en Amérique latine à cette même période. Dans les années 60, lorsque je me suis retrouvé associé à un groupe dans le cadre d'un processus d'organisation d'une guérilla au Mexique, dont les membres considéraient qu'il et elle étaient déjà à l'avant-garde du prolétariat, parce qu'il et elle avaient le programme révolutionnaire, j'étais complètement immergé dans ce que nous appelons maintenant le militantisme triste. Évidemment, notre programme était une construction intellectuelle au sens de la tradition léniniste. Nous avions déjà notre idée critique du stalinisme, etc., mais nous étions encore dans l'idée de confisquer le pouvoir de l'État par une révolution par le bas, au moyen d'une forme de manipulation sociale. Nous nous préparions donc, entraînement militaire, etc., et nous organisions. Bien sûr, il y avait des moments et des contextes de joie, de rire, d'émotions intenses, d'euphorie. L'atmosphère de conspiration et de clandestinité, ainsi que l'idéologie partagée, ont façonné une vraie camaraderie et des épisodes pleins de joie. Mais il était clair que l'expérience elle-même relèverait du pur militantisme triste, en ce qu'elle comportait de limites posées, de distinctions faites, de comparaisons, de plans élaborés, et ainsi de suite. La façon dont l'expérience s'est achevée s'avère encore plus révélatrice que n'importe laquelle de ces histoires. Un de nos chefs a tué l'autre pour une femme. Cet épisode a montré au grand jour le type de violence que nous accumulions en nous et cherchions à imposer au reste de la société. Dans l'entraînement militaire, qu'il s'agisse d'une armée ou d'une guérilla, apprendre à se servir d'une arme est assez simple. Ce qui ne l'est pas en revanche, c'est d'apprendre à tuer quelqu'un de sang-froid, quelqu'un comme toi, qui ne t'a rien fait en particulier. Il n'y a rien de plus triste que ça. Voir aussi Jean Grenier, prof de Camus, essai sur l'esprit d'orthodoxie. Merci beaucoup pour la ref, Flo. L'heure passe et j'ai peur qu'on n'arrive pas au bout de cette question d'idéologie. Et il y a une dernière sous-partie qui s'appelle défaire l'idéologie. Et vous êtes là, vous vous dites, vous êtes en stress, là vous vous dites, mais c'est quoi les solutions? Qu'est-ce que t'en dis? Alors, il y a un certain Alston, nous disent l'autrice et l'auteur, qui souligne le potentiel de l'affirmation des aspects les plus libérateurs d'une multitude de courants. De la même manière, quand nous avons interviewé Richard Day, il a fait une distinction entre une approche idéologique et une approche éthique, comme celle d'Alston. Si une personne travaille de façon idéologique, elle aura une réponse toute faite à quelques questions qu'on lui posera, sans trop avoir à réfléchir ou analyser. Si vous demandez à un libéral ce qu'il ou elle pense du fait de casser des vitrines en manifestation, il et elle vous répondra certainement que c'est mal et violent. Si vous demandez à un anarchiste, il ou elle vous répondra certainement que ce n'est pas de la violence, mais de la destruction d'une propriété volée et somme toute une chose assez sensée à faire. C'est assez similaire au fait de travailler de façon morale, dans le sens où la seule chose que vous avez à faire, c'est de consulter un référentiel, demander à un fonctionnaire tel un prêtre, et on vous dira ce que vous devez et ne devez pas faire. Dans le cadre d'un mode relationnel critique, analytique, éthique, il est impossible de savoir ce qu'une personne pourra penser ou ressentir à l'avance. Cela dépendra de nombreux paramètres liés à la situation. Il est probable qu'il y ait beaucoup plus de complexité, de nuances, moins de dogmatisme, de certitude et de pureté. En général, je pense qu'il est censé d'associer les modes relationnels idéologiques au radicalisme rigide. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez tant de gens dans le monde entier qui sont investis dans les mouvements sociaux et les soulèvements les plus puissants, qui cherchent à s'éloigner de l'idéologie, à s'orienter plus en fonction de valeurs, de pratiques et d'objectifs partagés. Et ne pas être idéologique, c'est également être dans l'incertitude. Travailler de façon Travailler de façon non idéologique implique vraiment une dimension d'ouverture, une vulnérabilité. Pas seulement au niveau de l'émotion, mais aussi au niveau de la pensée et des relations politiques. Il y a une forme de sécurité à toujours avoir la réponse à tout. Nous l'avons dit plus tôt, l'éthique ici n'est pas comprise comme un ensemble déterminé de principes individuels, comme l'éthique de la consommation ou l'éthique personnelle, mais plutôt une capacité à être en prise avec la situation, s'y plonger et créer quelque chose d'émergent à partir des conditions existantes.
Alston parle du pouvoir et du potentiel qui réside dans le fait de travailler avec les différences, et ce d'une façon qui respecte d'où viennent les gens. Différentes consciences peuvent provenir de différents lieux et on peut trouver un moyen de dialoguer, de créer une façon d'avancer qui nous respecte toutes, qui respecte les différents mondes desquels nous sommes issus. Si pour moi c'était arrivé en 1970, où est-ce qu'on en serait maintenant? Je crois que c'est une façon de faire tellement plus intéressante, car qu'est-ce qu'il y a de mieux pour la communauté queer ou pour la communauté Yoruba de Brooklyn? Qu'il s'agisse d'une petite communauté géographique ou liée à son ethnicité ou à son mode de vie, nous devrions être ouvertes au fait de se retrouver et de voir comment nous pouvons le faire d'une autre manière. C'est ça l'enjeu. C'est l'éthique de la rencontre. Plutôt que de se demander si nous sommes, ou ils ou elles sont en nous-mêmes radicaux, radicales, révolutionnaires ou anarchistes, une approche éthique nous permet de nous demander comment nous nous affectons les unes les autres, quelles nouvelles rencontres deviennent possibles et ce que nous pouvons faire ensemble. Aucune des réponses à ces questions ne peut être connue à l'avance. Celles-ci ne peuvent être posées que comme partie prenante d'une expérimentation ouverte en cours et comme les marqueurs d'un monde en perpétuel changement, dans lequel nous apprenons tout au long du cheminement. Comme l'écrit le collectif anarchiste Crime Think, j'espère que je l'ai bien prononcé, si la marque de fabrique de l'idéologie est qu'elle commence avec une réponse ou un cadre conceptuel, puis qu'elle tente de remonter le courant à partir de là, alors une façon de résister à l'idéologie est de commencer par des questions plutôt que des réponses. C'est-à-dire que lorsque nous intervenons dans des conflits sociaux, nous le fassions de façon à poser des questions plutôt que d'affirmer des conclusions. Qu'est-ce qui définit et soude un mouvement sinon les questions? Les réponses peuvent être aliénantes ou sidérantes, mais les questions séduisent. Une fois amoureux d'une question, les gens peuvent passer leur vie à se battre pour y répondre. Les questions précèdent les réponses et leur survivent. Chaque réponse ne fait que perpétuer la question qui l'a engendrée. Ah mince, pleurs de joie, je suis vraiment désolé pour ça. Merci Ayam TKL qui je crois va prendre la suite dans quelques minutes pour ton raid. Merci beaucoup à toi, bienvenue les gens sur le piquet de stream. Et ne quittez pas d'ailleurs parce que je crois que Ayam TKL va poursuivre avec nous, avec un point de vue situé à l'international sur les retraites. Donc ça sera certainement très intéressant. Bref, en attendant, je termine juste ma lecture. Nous ajouterions qu'un complément important au fait de poser des questions est d'être capable d'écouter sincèrement les réponses et celles et ceux qui posent encore d'autres questions. Le pouvoir des questions vient de la capacité des personnes à répondre et à trouver d'autres façons de s'écouter les unes les autres. Cela vient avec la capacité d'habiter les incertitudes qu'elles génèrent et le nouveau potentiel qu'elles portent en elles. Défaire l'idéologie n'est pas aussi simple que de retirer une paire de lunettes et voir le monde différemment. Se défaire de l'idéologie n'est pas de voir finalement clair, mais d'être désorienté, de permettre que les choses émergent avec toute leur imprécision et leur complexité. Cela peut vouloir dire voir et sentir plus, mais aussi souvent, vaguement, comme les lueurs d'une vision périphérique ou les sensations étranges qui mettent au défi les catégories et émotions familières. Cela revient à se défaire de soi-même, à couper dans la fibre des habitudes et des attachements. Faire un pas de côté de l'idéologie héritée peut être joyeux et douloureux. Bon, bah écoutez, voilà quoi. De ce bouquin Joie militante, là, par rapport à défaire l'idéologie, moi, je reste sceptique sur cette partie-là précisément. Même si je trouve très intéressant, je trouve plus intéressant leurs propos, moi, sur nos formes d'organisation au sein desquelles on peut recréer de la confiance, de la responsabilité, un cadre collectif, être plus dans l'éthique que dans la morale, être plus dans la convivialité que dans le contrôle, et toutes ces choses-là qu'on a lues ensemble sur le piquet de stream. On en est arrivé presque jusqu'au bout. Moi, j'ai l'impression que Yale, l'autrice et l'auteur, Carla Bergman et Nick Montgomery, effectivement, confondent un peu idéologie et orthodoxie, et leur propos peut laisser à croire qu'on doit être en constant mouvement dans nos pensées, mais sans avoir aucun référentiel ni aucune boussole, quoi. Je suis pas sûr que ce soit ça en plus qu'elle cherche à dire, mais moi c'est un peu comme ça que je le lis là, et ça me gêne un peu. Sans parler d'un truc qui peut paraître un peu plus anecdotique, mais c'est d'assimiler complètement le marxisme au léninisme, quoi. Voilà.
Ça aussi, ça c'est à titre personnel hein, que ça me gêne, mais coucou Yanninou. Voilà pour la lecture. Est-ce qu'il y a dans le livre des exemples de méthodes pratico-pratiques? Et non, ils l'ont dit dès le départ, Yel l'ont dit dès le départ, ceci n'est pas un manuel. C'est une réflexion sur comment on rompt avec ces pratiques de radicalisme rigide pour créer des façons efficaces de lutter contre l'Empire. Voilà. C'est pas un manuel. Après, si ça t'intéresse, moi, je restreamerai bientôt quelque part sur notamment les pratiques de community organizing, notamment telles que Saul Alinsky a essayé de les expérimenter et de les penser dans un mouvement dialectique dans les banlieues de Chicago dans les années 50 et 60. Et 70 aussi, je crois. Avec des choses extrêmement intéressantes. Je ne sais pas si vous connaissez Saul Alinsky, mais pour moi, c'est une référence importante. Voilà. Donc, maintenant, si vous voulez, on peut continuer à papoter dans le chat. On se met un petit peu de musique pour se détendre. Et après, on va passer... je vais passer la main au camarade ou la camarade qui nous a... Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça lag encore? On va changer de toute façon de scène. Et je vais vous mettre un peu de musique. Et j'espère que ça marchera mieux. Et on se retrouve juste pour se dire bonne fin de soirée en bonne compagnie. À de suite. Je vais, le temps que je vous mette le bon passage. Ouais, je crois que j'y suis. C'était calé, c'est bon. Allez, à toutes. Tout le monde qui j'ai fait bêtise pour l'amour, d'accord. Moun qui ni go pour l'amour encore. Sans l'amour, la vie qu'on en tableau sans décor. Faut tout bébé dans mon pouvait aimer encore. Tout le monde qui j'ai fait bêtise pour l'amour, d'accord. Moun qui ni go pour l'amour encore. Sans l'amour, la vie qu'on en tableau sans décor. Faut tout bébé dans mon pouvait aimer encore. C'est l'amour qu'avec et mon peut tomber d'accord. Si vous voulez au chute, ça qui est pas vos encore. Ni de l'air ou peut décider changer des corps. Mais tout ça qui aime, on faut terminer au corps. On fait rien faire de pas montrer nos plaies. On se fait la peine et puis en vrai, on sait pas faire. Même quand on s'aime, on refait toujours la même. On fait tout ça pour l'amour. On fait tout ça pour l'amour. Personne nous avait dit sur terre, tout sauf parfait. On se fait la peine et puis en vrai, on sait pas faire. On refait toujours la même. On fait tout ça pour l'amour. On fait tout ça pour l'amour. Regardez devant, ni en bas, cabine barré. Les ouvriers regardez devant, ni en bas, cabine barré. Tout le monde qui a fait bêtise pour l'amour, d'accord. Moun qui ni pour l'amour encore. Sans l'amour, la vie qu'on en tableau sans décor. Pour tout bébé, sans mon couvert. C'est l'amour qu'avec et mon peut tomber d'accord. Si vous voulez au chute, ça qui pas vos sentiments. Ni de l'air, on peut décider changer des corps. Mais tout ça qui aime, on faut changer. De pas montrer nos plaies, on se fait la peine et puis en vrai on sait pas faire. Même quand on s'aime, on refait toujours la même. On fait tout ça pour l'amour. On fait tout ça pour l'amour. Personne nous avait dit sur terre pour se faire faire. On se fait de la peine et puis en vrai on sait pas faire. On refait toujours la même. On fait tout ça pour l'amour. On fait tout ça pour l'amour. On fait en sorte de pas montrer nos plaies, on se fait de la peine et puis en vrai on sait pas faire. Même quand on s'aime, on ferait toujours la même. On fait tout ça pour l'amour. Toujours la même. On fait tout ça pour l'amour. Personne nous avait dit sur terre, tout sauf parfait, on fait de la peine et puis en vrai on sait pas faire, on refait toujours la même. On fait tout ça pour l'amour. On fait tout ça pour l'amour. Pour l'amour, d'accord. Mon gain, il go pour l'amour encore. Sans l'amour, la vie qu'on en tableau sans décor. Pour tout bébé, dans mon pouvait aimer. C'est l'amour qu'avec et mon peut tomber d'accord. Si vous voulez au chute, ça qui est pas vos encore. Ni de l'air, on peut décider changer des corps. Mais tout ça qui aime, on faut jamais.
Super, Lambou, j'adore. Par contre, on m'entend pas. Voilà, j'étais mute. Je me suis démute, c'est bon. J'étais heureux de partager tout ça avec vous, de la musique, de la lecture, sur la joie militante. J'espère que ça vous aura un peu intéressé, plu, écouter tout ça et que ça vous donnera des idées de discussion, en tout cas, avec vos proches militantes, avec vos organes, dans vos orgas. Et, et voilà, que ça vous aura un peu inspiré aussi. Moi, ça m'a appris plein de trucs, cette lecture, plein de perspectives intéressantes. Même si je l'ai exprimé au gré de ces lectures, je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Quel que soit l'avenir du piquet de stream, quel que soit l'avenir du mouvement pour nos retraites. Merci à toi, Mac Bouture, j'avais pas vu que tu étais dans les parages. Quel que soit l'avenir, la lutte continue de toute façon, et on aura bien d'autres occasions de se croiser en différents endroits. Et j'en profite aussi pour remercier vraiment toute l'équipe du Piquet de Stream pour tout ce que elles font au quotidien dans la lutte. C'est pour moi vachement intéressant et vachement important, quoi. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire à tout ça. Après, il est 22h. Est-ce que tu es là, I am TKL? Hello. TKL, c'est très bien, mais oui, je suis là complètement. C'est comment qu'on prononce ton pseudo, désolé? TKL, juste TKL. Juste TKL. Ah oui, parce que tu es Oui. TKL en fait. Et je suis TKL. Ah purée, j'ai un esprit de déduction ce soir à 22h qui est encore très performant. Bienvenue à toi, je vais te passer la main dans quelques instants. Si j'ai bien tout compris, tu vas nous parler un petit peu de ce mouvement en cours vu au-delà de nos frontières. Exactement, principe de voir qu'est-ce qu'en pensent les médias étrangers, et notamment anglo-saxons, puisque très omniprésent, mine de rien, dans la sphère médiatique. Eh ben, c'est un point de vue que je trouve hyper intéressant. Donc, merci à toi pour ça. Je vais pouvoir te passer le relais dans quelques instants. Courage à toi en cette fin de soirée aussi. Et puis à bientôt, sans doute. Je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser ce que tu faisais par ailleurs, mais j'irai voir ça avec curiosité. J'aime beaucoup les points de vue à d'autres échelles que celle de l'Hexagone. Voilà. Allez, faisons comme ça. Je vais faire un décompte. Yes. Je resterai avec toi le temps de m'assurer que ton